Bonsoir, bienvenue dans ce débat organisé par BX1 avec les têtes de liste aux élections régionales. Un débat exceptionnel que nous vous proposons ce soir puisque nous accueillons 12 têtes de liste francophones et néerlandophones ensemble sur le même plateau. Je vais remercier tout de suite d'ailleurs les têtes de liste néerlandophones qui ont accepté ce soir de s'exprimer en français pour le public de BX1. Un débat rare car habituellement dans une campagne électorale on se replie sur sa communauté et on parle en priorité à ses électeurs. Nous avons estimé qu'il était important d'entendre les arguments des uns et des autres, que l'on puisse croiser les idées, puisque après le 26 mai, néerlandophones et francophones vont bien devoir gouverner ensemble cette région bruxelloise. Ils sont 12 sur ce plateau parce que nous avons décidé de retenir les partis démocratiques qui disposaient d'au moins un élu dans le Parlement régional sortant. Sachez qu'au total, il y a 31 listes qui se présentent. Vous trouverez toutes ces listes, d'ailleurs le nom de tous les candidats sur le site BX1. C'est un débat que nous organisons en public. Nous l'enregistrons dans les conditions du direct au Wall, le centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, et ce public pourra tout à l'heure interpeller directement les candidats. Nous parlerons dans une seconde partie du vivre ensemble en région bruxelloise, mais la première partie de ce débat va être consacrée à la mobilité à Bruxelles. Bonsoir, mesdames et messieurs les candidats. Vous êtes placés sur cette scène en fonction du numéro de liste que le ministère de l'Intérieur vous a attribué après tirage au sort. C'est pour cela que Écolo, liste numéro 2, se trouve à la gauche de la scène et que One Bruxelles, qui est le numéro 23, se trouve à la droite de ce plateau. Nous allons parler de mobilité, ça veut dire que nous allons parler de la STIB, des tarifs de la STIB, de la place du vélo, de la place de la voiture, peut-être d'autres thèmes que vous aurez envie d'aborder avec nous ce soir. Faut-il, par exemple, instaurer un péage aux portes de Bruxelles pour limiter l'entrée des nafteurs? Faut-il étendre le métro et à quel prix? Faut-il légiférer sur l'usage des trottinettes ou des vélos en libre service? Ce sont des thèmes que, par exemple, vous allez pouvoir aborder. Vous êtes 12, ce n'est donc pas un débat très facile à arbitrer. Je vais vous demander d'être concis de manière à ce que ce débat puisse rester vivant et qu'il puisse y avoir un petit peu d'interaction entre vous et d'essayer de limiter autant que possible, je sais que ce n'est pas facile avec des hommes ou des femmes politiques, d'essayer de limiter autant que possible vos interventions à 1 minute, si vous êtes capable de le faire. Je vais vous demander donc pour ce premier tour peut-être de nous donner 3 priorités en termes de mobilité, donc pas forcément votre bilan, mais peut-être ce que vous auriez envie de faire pendant la prochaine législature. Et puisque nous avons le ministre de la Mobilité sortant sur ce plateau, je propose que ce soit Pascal Smet qui commence. Vos idées en matière de mobilité. Merci. Et pour reconnaître que ce gouvernement a un bilan et on a fait un changement d'une ville de voitures vers une ville pour des gens. Et je crois qu'il faut absolument continuer avec plus de pistes cyclables, séparées, sécurisées. On doit absolument réaliser le programme pluriannuel des investissements dans le transport en commun, c'est-à-dire plus de lignes de tram, aussi les lignes de métro. Ça veut dire implémenter le plan bus et continuer dans ce chemin-là. Et bien entendu, moins de place pour les voitures, puisque dans le passé, on a donné trop de place pour les voitures à Bruxelles. Il faut transformer ces autoroutes urbaines vers des boulevards urbains. On a commencé, on doit continuer sur ce chemin. Et hier, un magazine américain très reconnu, pas spécialisé, mais très respecté dans le monde entier, a dit Bruxelles, cette ville très pro-voiture, est en train d'entrer dans la modernité, est en train de changer vers une ville pour des gens. Et quand les Américains le disent, ça veut dire qu'on a bien travaillé. Voilà. En tout cas, la salle a l'air d'apprécier votre jugement. Je vais désigner le suivant dans l'ordre, ce sera Rudy Vervoort alors. Merci, merci beaucoup. Je ne suis moins sûr pour l'avis des Américains, mais pour le reste, moi je pense qu'effectivement, les Bruxellois n'ont pas entendu qu'on prenne des mesures, je dirais, contraignantes ou non, pour qu'ils changent leurs habitudes. Ils ont eux-mêmes opéré le shift en termes de mobilité. Un ménage sur 2 aujourd'hui ne possède plus de voiture. Et pas uniquement pour des raisons économiques, c'est de plus en plus un choix de vie en ville, un choix de vie citadine. Et l'offre publique qui est là, elle doit être renforcée. Il y a aussi une offre privée, les voitures partagées, les trottinettes maintenant. Ce qui montre bien, c'est qu'il y a une diversification de l'offre en termes de mobilité. C'est vers ça que les Bruxellois vont et la vie en ville nous y amène. Toute la planification urbaine va nous y amener, parce que ça veut dire quoi? C'est aussi des quartiers qui proposent, je dirais, tous les services possibles et imaginables qui favorisent en fait le mode de déplacement doux. Reste à régler un problème important qui est celui de la navette entrante
à Bruxelles. Et on sait bien que 10% de voitures en moins qui rentrent dans Bruxelles, c'est 40 à 50% d'embouteillage en moins. Donc il faut travailler là-dessus, il faut augmenter l'offre RER notamment. Je pense qu'il faut réinvestir à nouveau dans la SNCB, ce qui n'a pas été fait durant ces 5 dernières années. Donc il faut réinvestir vers des modes alternatifs. Il faut lutter aussi contre l'autosolisme. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a un petit problème, c'est tous ceux qui arrivent seuls dans leur voiture à Bruxelles. Et donc il y a toute une série de mesures qui doivent être prises, c'est les parkings de dissuasion. On en parle depuis longtemps. Et moi, j'ai envie de dire, et je terminerai par là, pour les Bruxellois, en tout cas, les choses sont claires. Nous ne pouvons plus non plus attendre, parce qu'on nous dit toujours, mais il n'y a pas d'alternative. Oui, mais nous, on a fait tout ce qu'il fallait dans le cadre de nos compétences. Maintenant, les Bruxellois attendent de vivre dans un environnement apaisé et qui garantit aussi une qualité de vie, une qualité de l'air, parce que tous ces embouteillages, c'est évidemment nocif pour la santé. Alors, Elke van den Brand, je vais juste signaler, parce que je crois que je ne l'ai pas encore dit, qu'on chronomètre les temps de parole. Et ça veut dire qu'en fin d'émission, nous équilibrerons les temps de parole des 12 têtes de liste qui sont présentes sur ce plateau. Elke van den Brand. Oui, merci. Je suis en tout cas d'accord qu'il y a déjà des choses qui sont passées, mais il y a encore une grande route à faire, un grand travail à faire. Si on parle de qualité de l'air, ce n'est pas bon à Bruxelles. C'est presque le pire de l'Europe. Alors, il faut investir encore plus dans le STIP. Même s'il y a déjà des choses qui sont faites, il y a plein de quartiers qui ne sont pas encore servis par le STIP. Alors, il y a des trucs à faire. Mais si j'ai une priorité sur la mobilité, ce sera sans doute la sécurité routière. L'enjeu ici à Bruxelles, c'est qu'un enfant de 12 ans sait se déplacer à vélo, à pied, seul, sans risque. Et on est loin de ça. Alors, il faut investir en 3 choses. D'abord, le contrôle-sanction. Il faut qu'il y ait un sentiment d'impunité qui est là maintenant, qu'on va terminer, que les gens, que les chauffeurs, que les pirates des routes sont vraiment contrôlés et sanctionnés alors que tout le monde se sent sécure sur la route. Il faut plus de polices à pied, plus de polices à vélo, plus de barricades. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il faut revoir l'infrastructure alors que c'est sûr. Il y a 24 points noirs, des points noirs où il est très, très dangereux comme piéton ou cyclistes, comme le place Mézère, je voulais dire Misère, mais Mézère ou le place Saint-Clet, où il y a vraiment une insécurité pour les gens pour y traverser, il faut l'aménager. Mais il n'y a que 8 de ceux 24 qui sont interaménagés. Alors, plus d'ambition là-dessus pour vraiment sécuriser nos routes. Et dernier mot, que je veux dire que c'est la vitesse qui doit diminuer pour nous, les zones 30 pour toute la région. Donc, tous les quartiers des habitants doivent être installés. Claude Moniquet, c'est à vous la parole. N'hésitez pas, si vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit, par exemple sur la vitesse limitée à 30 km/h. On peut aussi essayer de rendre ce débat interactif, même si vous êtes 12 et que ça va être un petit peu compliqué, mais c'est aussi le jeu du débat, de pouvoir croiser les arguments. Là, vous prenez mon temps de parole. Pas du tout. Le chronomètre part quand vous commencez. Je plaisantais. Non, sur le 30 à l'heure, bien sûr, on est d'accord. Il est évident que la ville n'est pas une piste de course et il y a un problème, entre autres à Scarbeck, on l'a vu cette dernière année, on a eu des accidents mortels sur différentes artères, c'est insupportable. Maintenant, je suis un peu étonné quand on oppose la voiture et les gens. La voiture et les gens ne sont pas opposables. Il y a des gens qui ont besoin de leur voiture pour travailler, il y a des gens qui ont besoin de leur voiture parce qu'ils travaillent sur des horaires décalés qui ne correspondent pas à l'offre de transport en commun en Belgique. Donc il est hors de question pour nous, bien sûr, de sanctionner la voiture. Il est d'ailleurs très clair dans notre programme que nous souhaitons le maintien des avantages fiscaux liés à la voiture de société et que nous refusons toute nouvelle taxe urbaine. Nous refusons, entre autres, le péage urbain. Mais fondamentalement, ce qu'il faut travailler, c'est la multimodalité, c'est une offre diversifiée et c'est une offre beaucoup plus complète dans le temps, dans le laps de temps dans lequel elle s'organise sur une journée et dans les différents modes de circulation. Françoise de Smet. Oui, alors pour le PTB, c'est évident qu'il nous reste en fait très peu d'années maintenant pour agir drastiquement pour sauver notre planète, le climat. On a parlé de la qualité d'air aussi, c'est très important pour la santé des Bruxellois. Et donc on va devoir diminuer drastiquement encore l'utilisation de la voiture dans notre région. Donc il y a encore 400 000 voitures qui circulent quand même tous les jours. Mais notre vision, c'est de pouvoir donner des alternatives sociales aux gens. Et donc c'est pour ça qu'on mise sur la gratuité des transports en commun et leur développement. Et donc on a fait une visite à Dunkerque, où les bus sont gratuits depuis le 1er septembre 2018. Donc on a été discuter avec les gens, on a testé les bus gratuits là-bas et on a rencontré notamment un couple de pensionnés qui nous expliquait, voilà, depuis que les bus sont gratuits, on prend les transports en commun, on ne le faisait pas avant. On a déjà abandonné une voiture et maintenant on est en train de réfléchir à abandonner la deuxième. Donc on voit que c'est une mesure qui fonctionne, c'est une mesure choc pour attirer les automobilistes vers les transports en commun et puis on les développe, plus de bus, plus de trams, plus de métro,
pour les fidéliser. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on veut vraiment offrir des alternatives sociales aux gens, positives, et pas être dans une vision d'écologie punitive où on mettrait effectivement un péage urbain ou une taxe kilométrique en place. Pour ça, pour nous, c'est hors de question. Donc ce n'est pas en punissant les gens qu'on va réussir à changer les mentalités. Bernard Cléfailly. Mais la gratuité des transports en commun, c'est une fausse bonne idée. Parce que ceux qui prennent les transports en commun le matin, aux heures de pointe, ils voient qu'il n'y a pas de place. Ils doivent se battre pour rentrer dans le métro, ils doivent se battre pour rentrer dans le tram. Ce qu'il faut d'abord, c'est développer le réseau. On a commencé à le faire, mais il faut le développer plus encore. La ville a beaucoup grandi ces derniers temps. On a augmenté de 25% la population de Bruxelles. On a ajouté la population de la ville de Gand à Bruxelles. Le réseau de transport en commun, c'est ce qui structure le développement de la ville et des quartiers. Les quartiers inaccessibles ne se développent pas, les quartiers embouteillés se développent mal. Donc on doit accélérer encore tous les efforts que l'on fait pour structurer les réseaux de transport en commun, de métro, il ne faut pas avoir peur de parler du métro, de tram, de bus, partout. C'est fondamental. Et pour le réussir, il faut faire une taxation kilométrique intelligente qui n'est pas une taxe en plus, qui est une taxe en mieux, qui permet de contrôler le nombre de gens, d'inviter le nombre de gens qui rendent les navetteurs le matin pour qu'ils réduisent la pression automobile aux heures de pointe. 10% de gens en moins qui rentrent en ville, ça fait la fluidité pour tout le monde. Donc ce petit paiement offre un service à tous ceux qui rentreraient en ville. Et la recette peut être investie dans l'amélioration des transports en commun pour en faire plus que ce que tous les autres vont promettre ici. Il y a également la mobilité qui change à Bruxelles. Les gens vont plus à pied, plus en vélo. Il faut sécuriser tous ces trajets-là de tous les Bruxellois partout. Et aussi la violence routière, on vient d'en parler. Il faut faire de grands efforts pour lutter contre les rodéos qui sont dans tous les quartiers. Et enfin, il faut intégrer mieux la mobilité. Une vision plus grande que Bruxelles, pour travailler avec les deux régions qui nous entourent, pour avoir une vision plus large que Bruxelles, et l'intégration tarifaire entre tous les moyens de transport, soit par un accord, soit par de l'open data. Forcer tout le monde à donner ces informations, et il y aura des privés qui feront de l'intégration tarifaire, qui vont faciliter la vie des Bruxellois et des non-Bruxellois dans la mobilité à Bruxelles. Voilà, nous venons d'entendre déjà 6 candidats, donc c'est la moitié de notre panel ce soir. On continue ce tour de table, et puis après on essaiera d'avoir un débat en ordre un petit peu moins scolaire, un petit peu moins organisé, où vous pourrez vous répondre peut-être plus les uns les autres. Bianca Debatz. La mobilité, c'est clair, c'est un des grands enjeux pour notre capitale. C'est d'ailleurs le cas dans toutes les métropoles. Et il faut absolument privilégier la mobilité douce. Tout à fait d'accord. Nous avons quelques pistes très concrètes pour arriver à cela. Premièrement, c'est tripler le budget pour les pistes cyclables. Il faut que tout le monde puisse se déplacer en toute sécurité à Bruxelles. Deuxièmement, pas la gratuité, mais élargir l'offre du transport en commun. Je suis tout à fait en faveur, par exemple, d'un métro jusqu'à l'aéroport de Zaventem. Je pense que nous sommes une des seules capitales où il n'y a pas de métro qui relie la ville et l'aéroport. Toujours en concertation avec les autres régions. Prenons l'exemple des parkings dissuasion. Tous les experts en mobilité vous le diront, il ne faut pas les construire à l'intérieur de la ville, il faut le faire bien en dehors, c'est-à-dire à Waterloo, Braine-l'Alleud, etc. Et troisièmement, nous sommes absolument, en tant que CDNV, en faveur d'une taxe kilométrique, non d'un péage urbain. Ce serait catastrophique pour l'économie, puisque c'est clair que les sociétés, à ce moment-là, vont se délocaliser 5 ou 10 km plus loin où il n'y a pas ce péage urbain, mais donc une taxation kilométrique qui est valable pour l'ensemble du pays. Sylvie Savenin-Acter. Bonsoir, c'est bizarre. Personne n'a dit qu'il faut avoir une politique de mobilité régionale. Parce que les blocages entre les communes et la région en matière de mobilité, ils sont les gens. Tout le monde les connaît. Il y a des blocages partout. Ce n'est pas possible d'avoir des pistes cyclables parce qu'une commune ne veut pas, la région le veut. Donc là, il faut avoir une politique de mobilité régionalisée. Il faut avoir un ministre de mobilité et pas les 19. On a 19 systèmes de stationnement. Ce n'est pas lisible pour les Bruxellois, ça n'avance pas, ça c'est pas une politique. Donc d'abord, il faut avoir l'efficacité dans la mobilité, il faut avoir une vision régionale, un plan, un budget et y aller, et plus avoir des blocages. Puis la sécurité routière doit être vraiment une priorité. On ne le voit pas aujourd'hui. On a déjà parlé des points noirs, ils ne sont pas attaqués de manière efficace. Et ça aussi, il faut avoir une politique ferme avec des radars, il faut avoir les policiers qui font des amendes, il faut avoir la justice qui suit aussi. Donc là, vraiment, il faut avoir un effort en matière de sécurité routière. Françoise Kepmans. Alors,
Bruxelles, c'est une capitale, et donc il y a beaucoup de Bruxellois qui se déplacent, mais il y a aussi les navetteurs. Et donc, moi, j'entends que nécessairement, la mobilité, elle doit se faire au niveau régional, mais elle doit se faire aussi en coopération avec les régions, avec la région flamande. Et aujourd'hui, on constate notamment que pour les navetteurs, eh bien, il y a un blocage pour des parkings de dissuasion aux abords de Bruxelles, que le gouvernement flamand ne souhaite pas justement que l'on puisse, par des transports publics, accéder facilement à la périphérie. Nous donnons la priorité, évidemment, aux transports publics. Mais encore faut-il les terminer, faut-il aller de l'avant. Or, on constate que justement, en région bruxelloise, eh bien, on annonce des plans, surtout à l'échéance et avant une élection, mais sinon, c'est plutôt du surplace. Donc, plan, mais on n'avance pas. Et donc, priorité au transport en commun, notamment la prolongation de la ligne vers le nord, à travers Schaerbeek et Evere, mais aussi plus de transports en commun avec le métro ou le pré-métro vers le sud de Bruxelles, que l'on puisse véritablement avoir une possibilité pour tous les habitants de pouvoir se déplacer en transport en commun. Évidemment, la mobilité douce est un mode complémentaire pour pouvoir se déplacer. Mais moi, j'ai une vision pragmatique et non pas une vision dogmatique. Et je pense que tant que nous n'aurons pas une offre satisfaisante au niveau des transports en commun, eh bien, les personnes continueront à utiliser leur voiture, que ce soit des navetteurs ou des Bruxellois. Et donc, il faut inciter notamment les Bruxellois à quitter leur voiture. Et bien, je pense que l'avantage de la voiture de société peut être transformé en un avantage, par exemple, au logement, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de Bruxellois qui partent de Bruxelles parce que, nécessairement, ils ne savent pas louer ou acheter un bien pour se loger à Bruxelles. Donc ce serait un avantage qui serait tout à fait intéressant. Il faut aussi développer ce qu'on appelle l'éco-score, à savoir une taxation positive pour les navetteurs ou pour les Bruxellois qui font l'effort justement d'utiliser d'autres modes de transport que la voiture. Céline Trémaux. Bonsoir à toutes et toutes. Alors d'abord, je voudrais vous dire que pour le CDH, le meilleur déplacement, c'est celui qui n'existe pas. Et donc, ça a été rappelé par les uns et les autres, il y a toute une série d'axes sur lesquels on peut travailler. D'abord, réduire les déplacements. Je pense que ça n'a pas été évoqué, mais il faut pouvoir aussi repenser son rapport au travail. Favoriser le télétravail avec toute une série de compensations qui peuvent arriver sur le plan fiscal ou financier. Avoir des commerces de proximité dans les quartiers. La deuxième chose, c'est de décourager évidemment l'utilisation massive de la voiture avec une fiscalité environnementale qui doit pouvoir être travaillée, qui décourage des attitudes qui sont négatives, qui encourage toute une série d'attitudes de bon père ou de bonne mère de famille, des primes à la mobilité douce. Je crois que c'est une évidence. Il y a toute une série d'initiatives qui ont déjà été prises. Elles peuvent être encore relayées et augmentées. Et puis fondamentalement, avoir un espace public qui soit rendu aux Bruxellois, c'est-à-dire rendu aux cyclistes, rendu aux piétons. Enfin, et c'était une des premières mesures qui a pu être déployée encore dans le courant de cette année-ci par rapport à la question des voitures électriques, c'est multiplier les bornes de recharge. Dernier point, investir massivement dans les transports en commun. Et bien évidemment, ça ne se limite pas à la question de la STIP. Ce sont toute une série d'efforts fondamentaux qui doivent être faits sur le plan fédéral. Ça veut dire augmenter la densité, augmenter les fréquences, en particulier les week-ends, en soirée pour nos jeunes. C'est travailler aussi de façon différente, en rocade. Quand vous regardez les déplacements qui sont nécessaires au centre de la ville, si vous devez rejoindre Uccle en partant de Molenbeek, il y a moyen de travailler en pourtour de ville aussi. Et puis amplifier les collectos. 2 points d'attention, toujours travailler à l'échelle de la communauté métropolitaine. Je pense que c'est une question de bon sens. La proposition aussi sur la simplification de la vie des usagers avec un seul ticket RER. La question de la gratuité, elle a été débattue à de multiples reprises. Je pense que rien n'est gratuit. Par contre, le CDH a demandé qu'on puisse étudier cette notion de gratuité et qu'on voit comment phaser la gratuité. Par exemple, en région wallonne, les mouvements de jeunesse ont accès gratuitement au transport en commun. Guy Van Engel. Je crois que tout est dit, hein, non? Vous pouvez faire la passe sur le temps de parole et idées que j'ai récupérer après. entendues maintenant, je crois que tout a été dit. Non, blague à part, je suis assez d'accord avec de nombreuses choses que j'ai entendues. Nous devons absolument diminuer la pression automobile dans notre ville, aussi bien celle venant de l'intérieur que celle venant de l'extérieur. Et nous devons, en cela, je rejoins de nombreux collègues,
réfléchir cette mobilité en dehors des petites frontières administratives bruxelloises. Il faut voir ça dans la zone métropolitaine qui est la nôtre. Ça ne peut se faire que si nous avons un transport public performant et agréable, confortable. En la matière, je salue d'ailleurs le travail qui est fait par la STIP, qui ont développé avec leurs agents un réseau qui est maintenant déjà très performant et qui fonctionne assez bien, mais où nous avons un manque historique, c'est d'avoir dans la panoplie de transports en commun un manque de métro. Le transport le plus simple, le plus confortable, le plus efficace dans toutes les grandes villes, c'est le transport en métro. Et donc, le gouvernement sortant a fait des énormes progrès pour faire avancer ce dossier. On est prêt maintenant pour réaliser l'extension de ce métro vers le nord, mais par après, il devra aussi être étendu vers le sud, et ainsi de suite. Et donc, diminuer la pression automobile veut aussi dire éviter que tant d'automobilistes nous rejoignent en voiture chaque jour. Et pour cela, il nous faut les parkings de dissuasion autour des gares en Flandre et en Wallonie. Ceux qui maintenant viennent en voiture jusque chez nous devraient pouvoir laisser leur voiture aux alentours de leur propre gare. Il y a un bourgmestre de la périphérie qui a bien fait ça, c'est Tim van de Put à Oeilart. Il n'y a plus de gens de Oeilart qui prennent encore leur voiture pour venir au centre-ville. Ils s'arrêtent à la petite gare de Oeilart et ils prennent le train et descendent gare centrale. Et on termine ce premier tour de table à Calamaron. Merci et bonsoir à toutes et tous. Alors évidemment, pour nous, écologistes, c'est important de travailler sur la mobilité. On pense qu'en fait, il faut nécessairement organiser la fin du règne du tout à l'automobile et du trop d'automobiles à Bruxelles. Alors pourquoi ? Pas par dogmatisme, juste parce que la qualité de l'air est mauvaise. On a rendu public la semaine passée avec Groen le résultat de tests que nous avons effectués au mois de février et de mars et qui montrent que dans la plupart des quartiers, la qualité de l'air est très mauvaise et parfois aussi aux abords des écoles, des plaines de jeux, etc. Donc il y a un problème de santé publique, il y a beaucoup d'embouteillages, il y a beaucoup de pollution par le bruit, d'encombrement des espaces publics. Donc il faut passer à autre chose. Mais pour passer à autre chose, il ne suffit pas de le dire, il faut offrir des solutions. Donc nous pensons effectivement que la première des solutions, c'est celle des transports en commun. Parce que c'est le plus démocratique, les transports en commun. Tout le monde peut utiliser les transports en commun. Les enfants, les personnes âgées, ceux qui n'ont pas leur permis de conduire, ceux qui ont peur de rouler à vélo peuvent utiliser les transports en commun. Donc ça doit être la priorité. On pense que le plan pluriannuel d'investissement du gouvernement et le plan Good Move vont dans la bonne direction. Mais quand on regarde le plan Good Move, clairement, c'est trop faible. Il y a certes des projets de métro et d'électrification des bus, mais si on regarde les nouvelles lignes, il n'y en a pas assez. Il faudra plus de nouvelles lignes en site propre, avec plus de trams et de bus qui fonctionnent de manière régulière sans être noyés dans les embouteillages que ce qui est actuellement prévu par le gouvernement. Juste 2 ou 3 misérables nouvelles lignes, ça ne suffira pas en plus du métro. Donc il faudra faire plus et faire des choix clairs par rapport à ça. Alors, le vélo et la marche à pied. La marche à pied est devenue le premier mode de déplacement à Bruxelles. Et c'est une bonne chose. Mais il faut encore sécuriser et aller plus loin. Pour encourager les gens à marcher à pied, en fait, ça doit être agréable. Les trajets doivent être agréables, doivent être verts, doivent être sécurisés. Le vélo. Quand moi j'ai commencé à faire du vélo en ville, quand je m'arrêtais au feu et que je croisais un cycliste, en fait, on causait. Parce qu'en fait, c'était tellement rare de se croiser au feu qu'on parlait. On n'en est plus là du tout et des efforts importants ont été faits. Mais pour aller un cran plus loin, pour convaincre ceux qui n'y sont pas encore, il faut développer le vélo électrique, parce que c'est vrai que cette ville, mine de rien, est vallonnée, donc il faut des bornes de recharge, il faut sécuriser les parkings, parce que tout le monde n'a pas la place dans sa maison ou dans son appartement de parquer son vélo, donc il faut sécuriser les parkings, et puis il faut sécuriser plus les déplacements vélo sur les grands axes. Alors, on va juste vous donner une petite indication sur les temps de parole pour signaler que Alain Marron, Guy Verengel, Céline Frémaux, Françoise Kepmans ont un peu trop parlé par rapport aux autres, et qu'à l'inverse, Pascal Smet et Claude Moniquet ont un petit rabiot à rattraper tout à l'heure. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce que vous avez pu dire les uns et les autres. Je voudrais vous faire réagir. J'ai vu Silje Van Acter réagir assez fortement lorsque Françoise Kepmans a dit que les parkings de dissuasion, la Flandre ne jouait pas le jeu. Est-ce que vous pouvez répondre à Françoise Kepmans ? Non, mais la pression automobile doit diminuer, ça c'est clair. Alors il faut investir dans les alternatives et évidemment aussi les parkings de dissuasion. Tout le monde est d'accord. La Flandre le fait aussi. Ils ont fait un accord avec le NMBS, la SNCB,
pour construire des parkings de dissuasion au train. C'est important de les faire au stationnement de train. Françoise Keppmans, vous maintenez qu'il y a un problème ou pas? Ils ont fait les pas? accords. C'est pas facile avec les SNCB. C'est pas une société très top. Hein. Donc là, ils ont fait des accords clairs. Ils ont des investissements qui ont été faits. Maintenant, on construit des parkings de dissuasion en Flandre. Et c'est important. Il faut le faire. Françoise Keppmans, rapidement. Oui, c'est ça. Moi, j'attends. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas aujourd'hui de nouveaux parkings de dissuasion. Et au contraire, par exemple, à Overijse, où il y en a plein. Et ils sont en train de construire de plus. Donc, on attend avec impatience que justement ces parkings de dissuasion se construisent. J'entends votre engagement pour ce faire. Et donc, il faut des parkings de dissuasion à l'extérieur de Bruxelles et aussi, évidemment, développer le train. Et à cet égard, justement, dans Bruxelles, il y a ce qu'on appelle le réseau S, qui s'est particulièrement développé sous la dernière législature, où il y a beaucoup plus de trains qui empruntent le réseau ferroviaire intérieur à Bruxelles. Alors, je vais vous couper, je voudrais donner la parole à Céline Frémaux, parce que je l'ai vu également lever les yeux au ciel lorsque Alain Marron a parlé de qualité de l'air et de l'étude qu'il avait menée avec Groen et Écolo, et aussi quand il a parlé du vélo. Ça vous agace qu'Alain Marron parle de ça? Non, je ne voudrais pas qu'un véhicule des fake news. La qualité de l'air à Bruxelles s'est améliorée par rapport à toute une série de polluants, si je dois regarder les chiffres de façon comparative. On était sur le dioxyde d'azote, en fait. On a mesuré que ça. Il faut le préciser. Et donc, voilà, à un certain moment, il faut pouvoir expliquer avec toute une série d'arguments à la clé que, notamment, ce gouvernement a mis en place une zone de basse émission, ce qui était dans les cartons d'écolo en 2012 et qui n'a pas été fait. Que nous avons aussi, et pour ma part, j'ai plaidé la mise en place d'un arrêté qu'on appelle pic de pollution, qui permet de sensibiliser et d'informer les citoyens, de prendre toute une série de mesures en cas de persistance d'une qualité de l'air qui peut se dégrader, dont la gratuité des transports en commun. Toutes ces mesures n'ont jamais été prises avant cette législature-ci. Alors, je voudrais donner la parole à Pascal Smet. J'ai entendu Alain Marron dire « good move », ça va dans le bon sens, mais ça va vraiment pas assez loin. Je pense qu'Alain n'a pas bien lu le good move, puisque si tu lis bien le good move, tu vas voir qu'il y a plein de mesures dedans, et la conséquence, ça va être énorme. Je donne un exemple. On a dit on va protéger les quartiers où habitent les gens des zones 30, physiquement. On va faire des couloirs promenades entre les différents quartiers. On va faire 3 nouvelles lignes de tram. On va faire une ligne de métro. On fait de nouvelles lignes de bus. Il y a plein d'investissements, 6,2 milliards d'euros dans le transport en commun sur une période de 10 ans. C'est presque nulle part en Europe, ils font ça. Et si j'ai bien écouté le débat, je dois franchement dire, sauf ce monsieur de Stax là-bas, qu'il y a assez de consensus presque sur la politique qu'on a menée. J'entends dire qu'il faut accélérer. Je suis d'accord, on doit faire plus de pistes cyclables, plus de place pour les gens et les habitants. Et je termine avec ça. Il y a une règle très simple dans la politique de mobilité. C'est de moins de place dans nos voitures, de plus de piétons et cyclistes on va avoir. Et de plus de place dans nos voitures, de plus de voitures on va avoir. Alors, le chemin que ce gouvernement, avec Rudy et tous les autres, on a fait, c'est un choix pour les Bruxellois, pour la qualité de vie, qualité de l'air. Il y a un grand changement de mentalité maintenant chez les Bruxellois. Il faut accélérer et je pense que je veux le faire. Alors, j'aimerais avoir des clarifications des autres candidats sur 2 points qui ont été abordés et sur lesquels il n'y a peut-être pas le consensus dont vient parler Pascal Smet. Je voudrais que vous précisiez à ceux à qui je vais donner la parole maintenant 2 éléments. Le premier, c'est votre position claire sur le péage urbain. Vous êtes un certain nombre à vous être déjà plus ou moins positionnés, mais je voudrais savoir si vous envisagez de le faire, y compris si la région flamande et la région wallonne et l'État fédéral devaient y être hostiles. Est-ce que la région bruxelloise peut avancer toute seule sur ce projet de péage urbain et à quelles conditions vous envisagez ou pas de le faire? Et puis la seconde question que je voudrais également vous poser, c'est sur l'extension du métro. On en a déjà parlé. On sait que ça peut coûter relativement cher. On raisonne en milliards. Est-ce que c'est une priorité absolue? Est-ce que c'est la première chose qu'il faut faire? Ou est-ce que c'est une politique de mobilité parmi d'autres? Je vais commencer par peut-être Bianca de Batz. Mais comme j'essayais d'expliquer tout à l'heure, il faut absolument tout faire pour dissuader l'utilisation de la voiture. Mais je reste sur mon point que l'introduction d'un péage urbain, c'est-à-dire où on paye uniquement à Bruxelles et non pas dans le reste du pays, à l'entrée de Bruxelles peut-être, serait une catastrophe pour Bruxelles. Nous savons que nous sommes un bassin de création d'emplois
700 000 places d'emploi à Bruxelles. Si on fait ce système, si on introduit ça uniquement à Bruxelles, c'est clair que nombre de sociétés vont se délocaliser à Dickem, à Braine-l'Alleud, à Waterloo, où ça n'existe pas. Et donc, taxer, oui, mais sur l'ensemble du pays et pas uniquement à Bruxelles. Ce serait une catastrophe économique pour notre capitale. Je voudrais entendre Bernard Clairfeil sur la même question. Oui, donc on vient de le dire, on fait beaucoup d'investissements dans les transports en commun, 6 milliards en 10 ans, c'est 600 millions par an. Nous, on voudrait monter à 1 milliard. On voudrait en faire plus encore par an. Et une des manières de le faire, c'est d'instaurer une taxation kilométrique intelligente. Parce que ce n'est pas une taxation, parce que ce n'est pas une taxation, elle remplace la taxation actuelle et elle offre un service aux navetteurs. Les navetteurs qui font Wavre-Bruxelles en 1h15 tous les matins, qui arrivent énervés au boulot, ils n'en peuvent plus. Si, grâce à ce système-là, il y avait 10% de voitures en moins qui roulaient aux heures de pointe et qu'on fait Wavre-Bruxelles en 30 minutes, on est tous gagnants. Même celui qui a payé quelques centimes pour entrer dans Bruxelles, il est gagnant. Il arrive frais et dispo au boulot, les entreprises sont gagnantes. Et les villes qui ont mis ça en place n'ont pas vu les entreprises les quitter. Donc nous sommes favorables à cette mesure qui permet de coordonner mieux les gestes que chacun fait en prenant sa voiture le matin aux heures de pointe, répartir peut-être les heures de pointe à d'autres moments et faire que tout le monde roule mieux et qu'on finance mieux des transports en commun, des métros, jusqu'à l'aéroport, ou même plus largement que Bruxelles, parce que quand MR et NVA se bagarrent sur la question de savoir où est-ce qu'on va mettre des parkings de dissuasion, il ne faut pas attendre que le bourgmestre de Ouillard ou tel autre bourgmestre prenne des mesures tout seul. Il faut une coordination avec une autorité de transport unique, avec la communauté métropolitaine que MR et NVA n'ont pas été capables de mettre en place. Moi, j'entends avec beaucoup de satisfaction qu'enfin DEFI est favorable à l'extension du métro. Je pense que c'est la priorité pour les transports en commun. Je vais donner la parole vous avez déjà beaucoup parlé, Madame Mousquet-Mont. Je vais donner la parole à Guy Venengel. Oui, je voudrais entendre Guy Venengel sur la problématique du péage. Je suis tout à fait d'accord avec Bernard Clairfeil. Je suis pour le péage par kilomètre et d'une façon intelligente, où on peut régler le tarif de l'utilisation de la voiture selon l'endroit où on roule, l'heure où on roule et le type de véhicule dont on dispose. Cela doit venir à la place des taxes existantes. Ça veut dire que nous supprimons la taxe de mise en circulation et nous supprimons la taxe routière classique. Et donc, à ce moment-là, on peut jouer. Mais ça doit se faire au-delà du petit territoire de notre région bruxelloise. Ça doit se faire pour l'ensemble du pays. Techniquement, c'est possible. Nous le faisons déjà pour les poids lourds. Et donc, de préférence même, on devrait pouvoir instaurer une taxe de ce type-là sur l'ensemble de l'Europe. Alors, je voudrais interroger, il y a 4 candidats qui n'ont pris la parole qu'une seule fois dans ce débat mobilité. On va commencer par Françoise De Smet. Je voudrais vous entendre sur le métro, l'extension du métro vers le nord, donc vers Evere. Il faut le faire. À quel prix? À quelle échéance? Je pense qu'il ne faut pas opposer le métro aux autres modes de transport qu'on doit développer. On va avoir besoin de tout. Donc, je le disais, c'est 400 000 voitures qui roulent tous les jours. Donc, on va devoir mettre massivement des gens dans les transports en commun. Et puis, il faut surtout voir ça comme un investissement pour l'avenir, parce que ce qu'on répète souvent, c'est que les embouteillages coûtent 4 à 8 milliards à la société belge chaque année. Et donc, si on arrive à réduire drastiquement en investissant dans les transports en commun le nombre de voitures, c'est de l'argent qu'on va récupérer à long terme. Donc, il faut voir vraiment, même si c'est des gros investissements maintenant pour développer les transports en commun, comme un retour à l'avenir. Je voudrais juste encore intervenir sur le péage urbain ou la taxe kilométrique. Donc pour nous, ce sont vraiment en fait des mesures antisociales. Donc il y a beaucoup de gens qui ont encore besoin de leur voiture maintenant pour aller travailler. Si vous allez travailler très tôt à l'aéroport, si vous allez travailler très tôt à la STIB, vous avez besoin de votre voiture pour aller à votre boulot. Pourquoi est-ce que vous seriez puni pour ça? Et puis, c'est une mesure qui ne dépend pas des revenus. Donc, que vous soyez avec des revenus de 1 500 € par mois ou que vous gagnez 10 000 € par mois, vous allez payer la même taxe. Alors, c'est le même problème avec la zone de basse émission. Il y a eu un reportage justement sur une dame qui expliquait « Moi, j'ai pas les moyens de changer ma voiture. » Et donc, elle a arrêté de travailler à cause de ça. Et donc, ça pénalise surtout les ménages avec plus faibles revenus. Et donc, dans ce sens-là, on n'est vraiment pas d'accord avec ce genre de mesures. Claude Moniquet, sur l'extension du métro. Oui, si j'étais ministre de l'immobilité à Bruxelles, je serais plus prudent dans ma manière d'aborder certains problèmes. J'ai peu entendu parler des chantiers, j'ai peu entendu parler de la signalétique. Bruxelles est complètement bloquée par des chantiers. J'habite Schaerbeek, entre Mézère, l'avenue où j'habite, ou la rue de Lintot, ou Jean Blin de Meux, on n'a pas arrêté d'avoir des chantiers qui changent de côté de rue, qui changent de quartier, et qui ne se terminent jamais. Donc déjà, avoir des chantiers plus rapides, mieux coordonnés, ce serait sans doute favorable à la mobilité. Deuxième chose, on a privilégié depuis 20 ans la mobilité en surface. On a privilégié le bus,
On a privilégié le tramway. C'est le métro aujourd'hui qu'il faut privilégier. L'Écho, dans un excellent dossier il y a quelques semaines, parlait du métro de Bruxelles comme étant le métro le plus stupide, le plus idiot, de la planète. Parce que pas assez de stations, parce que si on compare par exemple à Madrid, en 10 ans, on est passé de 115 km de métro à peu près 300 km de métro. Donc on pourrait peut-être faire un petit effort ici. Et ce que nous proposons, nous, par exemple, c'est 4 lignes de plus sur des... 4 lignes de métro. De métro sur des partenariats publics-privés. Il y a un budget, alors. Sur des partenariats publics-privés. Alors, on va entendre Elke van den Brandt et Rudy Verwoerd et on aura fini ce débat mobilité. Oh non, pas moi alors. D'abord, oui, sur le métro, ça fait partie du paquet des solutions, mais ce n'est pas que le métro, c'est et le métro, et le tram, et les bus en site propre et des lignes chrono qui vont vite, qui roulent, parce qu'il faut que le transport en commun, c'est plus vite, plus agréable et plus confortable que le transport dans une voiture seule. Alors oui, il faut investir dans tous les moyens de transport en public. Il faut aussi une taxation kilométrique, oui, parce qu'accepter, et ce n'est pas une mesure antisociale, ce qui est antisocial, c'est rien faire à la qualité d'air. Où est-ce que la qualité d'air est le pire en Bruxelles? C'est dans les quartiers les plus pauvres. Alors, il faut vraiment attaquer la qualité d'air. Il y a 10% de nos enfants qui sont asthmatiques ou qui ont des problèmes respiratoires. Alors, il faut faire quelque chose. Il faut faire un paquet de choses. Il faut investir dans des alternatives. Et je suis contente d'entendre de plusieurs parties qu'il faut aussi investir en durée et tout ça, mais j'ai vu que ce gouvernement fédéral économiser sur les NCB au lieu d'investir, que le RER, les trains qui vont d'alentour à Bruxelles, vers Bruxelles, ne sont pas encore là en full charge. Alors il faut un train chaque 10 ou 15 minutes alors que les gens ont vraiment une alternative qui est vite, qui est agréable. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mots, mais il manque d'actes, il manque d'ambition pour que ce qui se passe dans les autres villes, ce qui se passe à Gand, à Copenhague, à Bordeaux, ça peut se passer aussi à Bruxelles. Il faut avoir d'ambition pour Bruxelles pour changer notre vie. Rudy Verwoerd. Métro, oui, et sans ambiguïté ni hypocrisie. Donc, il n'y a pas double langage à l'expliquer dans certains quartiers que c'est une mauvaise chose de chanter métro et puis dire ici qu'on défend le métro. Je pense qu'il faut être cohérent. Par rapport à la fiscalité, même chose. Quand on parle de taxe au kilomètre ou péage urbain, pour nous, c'est évidemment, à partir du moment où on supprime toute l'autre fiscalité, il ne s'agit pas de rajouter de la fiscalité à la fiscalité. Mais je comprends aussi qu'on est en campagne électorale et donc pour certains, la fiscalité, c'est quelque chose qu'on en a peur d'évoquer. Et si on regarde d'ailleurs sur la question de la taxe kilométrique, la Flandre a défendu ça jusqu'à il y a peu, y compris son mise à mobilité qui est NVA. Et il y a eu un retournement rapide de la part du Premier ministre réel de ce pays, Bart De Wever, qui a dit on n'en veut plus. Et donc, du coup, plus personne n'en veut. Mais non, nous, on dit qu'il faut un système qui soit intelligent. Et contrairement à ce que certains disent ici, précisément, celui qui se lève tôt et qui va travailler tôt avec sa voiture, il ne payera pas la taxe au kilomètre. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est étaler la charge du trafic sur un horaire beaucoup plus long, c'est de travailler sur les heures de pointe. Donc, ce n'est pas du tout injuste. Au contraire, c'est à l'usage. Et beaucoup de ménages bruxellois verront leur facture diminuer. Il faut dire ça. Voilà. Voilà pour ce premier tour sur la mobilité, premier débat. Un petit coup d'œil quand même sur les chronomètres pour vous dire que Silje Van Acteur a un petit peu de temps de parole à rattraper. Il a un petit peu moins parlé que les autres. Nous allons maintenant donner la parole au public. Si vous nous regardez, vous êtes sur BX1 et vous assistez à un débat avec 12 têtes de liste francophones, néerlandophones. Débat enregistré dans les conditions du direct au Hall, le centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre. Le public va être amené à interpeller directement les candidats. Il y aura 12 questions, une par tête de liste. La question qui vous sera nommément posée, vous allez être dans l'obligation d'y répondre. Mais vous allez également pouvoir répondre à une question qui ne vous serait pas directement posée, mais sur laquelle vous avez envie de vous exprimer. Pour cela, vous avez une petite carte, messieurs, mesdames les candidats. C'est la carte intervention. Et donc, si vous avez envie de prendre la parole à l'un ou l'autre moment de ce débat des questions du public, vous brandissez cette petite carte et je vous donnerai la parole. On va accueillir une première personne du public. Je vais vous demander de vous avancer vers le micro, de vous présenter après le petit jingle qu'on va entendre maintenant. Voilà, première question d'une personne du public. Vous vous présentez, vous nous dites à qui vous souhaitez vous adresser, vous posez votre question. D'abord, Mohamed Beznaïguia de la commune d'Ixelles. Je suis sans emploi et j'aimerais bien vous proposer une question générale
Mais puisque le temps nous presse, je vais m'adresser tout directement à M. Rudy Velvoort. Donc, réunir les partis et créer un système politique uni, efficace, dans le but d'améliorer la vie du citoyen et avancer avec l'Europe. Est-ce que vous pensez que ça sera réalisable? Est-ce qu'on peut gagner donc en efficacité, en efficience politique? Rudy Vervoort, votre réponse. Mais la question est complexe. Et donc, si, parce non, que non, elle est vague, mais elle n'est pas complexe. Si, elle est complexe. C'est un choix, oui ou non? On va laisser Rudy Vervoort répondre. Oui, si vous permettez. Oui. Merci. Donc, je pense que l'enjeu européen, effectivement, est un enjeu aujourd'hui qui est devenu largement incompréhensible pour la grande majorité de nos concitoyens qui ne comprennent pas très bien la logique démocratique. Et donc, d'autant plus qu'avec l'élargissement à 28, on a aujourd'hui 2 Europes au moins. Celle qui est, je dirais, l'Europe historique et puis celle qui nous a rejoints petit à petit. On voit bien, pas que d'ailleurs au nord, aussi nos amis anglais. Et donc, unifier politiquement cela nécessiterait, à mon sens, si c'est ça la question, nécessiterait une véritable révolution politique. On le voit déjà maintenant, les partis politiques ne savent pas toujours très bien à qui ils doivent se raccrocher au niveau européen. Mais c'est certain que l'Europe est sans doute, quoi qu'on en dise, la solution pour nous. Alors, on va accueillir un deuxième spectateur sur scène pour poser une seconde question. Approchez-vous du micro. Même système, vous vous présentez, vous nous dites à qui vous vous adressez. Je m'appelle Kewan Mertens, j'habite à Schaerbeek, je suis candidat sur la liste Agora, qui veut créer une assemblée de citoyens tirés au sort. Et en fait, ma question se dirige à François Skepmans du MR, parce que je me demande si... quand on va créer cette assemblée de Bruxellois tirés au sort et de Bruxelloises tirés au sort, des citoyens comme nous, est-ce que vous allez leur réellement accepter qu'ils aient un pouvoir législatif au même niveau que le Parlement à Bruxelles? Voilà, merci. À propos de la mobilité, par exemple. Alors la participation citoyenne, c'est évidemment essentiel et que ce soit au niveau communal ou même régional, il y a des initiatives qui sont prises en ce sens par rapport à des projets tels que des contrats de quartier où on demande aux associations et aux citoyens de donner leur opinion. J'ai également organisé à Molenbeek-Saint-Jean des rencontres citoyennes, ce qui s'appelait WAM, par rapport à des enjeux de vivre ensemble. Mais si cette participation est essentielle, encore faut-il qu'il y ait une véritable mobilisation de la part des citoyens. Or, on constate que ce sont souvent les mêmes citoyens ou les mêmes associations qui interviennent. Et elles ne sont pas nécessairement représentatives de toute la population. Donc, je pense qu'un tirage au sort, c'est intéressant. Ça permet justement de manière aléatoire de choisir des citoyens qui vont intervenir, mais l'institutionnaliser en considérant qu'ils puissent avoir un pouvoir législatif, de même que des représentants politiques qui ont été élus démocratiquement par des élections, je pense que c'est un petit peu irréaliste dans le processus démocratique. D'accord, merci. Je vais juste réagir 3 secondes. En tirant au sort, en effet, on va avoir la représentativité et les démocraties, à la base, dans la période grecque, c'était le tirage au sort. Et je crois qu'en réellement donnant un pouvoir à cette assemblée, on peut atteindre plus de personnes, les inclure à participer, pas juste donner leur opinion de temps en temps. Voilà, alors on a compris que je pense que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde sur l'utilité du tirage au sort. On va accueillir la question suivante, c'est une participante, cette fois-ci, au féminin. Bonjour, Aurélie de Molenbeek, je suis enseignante et je voudrais poser ma question à Alain Marron. Ça concerne l'intermodalité. Donc les vélos permettent quand je vais à l'école par exemple, d'aller en vélo jusqu'à l'école et de revenir en transport en commun s'il pleut par exemple, ou l'inverse. Donc, et c'est vraiment utile pour justement faire la transition entre les transports en commun et le tout vélo. Il y a 35 000 abonnés actuellement. Le gros problème des vélos, c'est leur masse. Ils sont super lourds, 25 kilos. Alors j'ai entendu qu'il y a un tiers de la flotte qui allait passer à l'électrique. L'électrique c'est bien, mais c'est coûteux au niveau énergétique, quoi qu'il en soit. Et je me demandais s'il y avait dans le programme d'écolo la volonté d'investir dans les vélos pour investir dans des vélos plus légers, en fait. Voilà. Question très précise et très pratique.
Il y a en tout cas la volonté de légiférer de manière un petit peu plus sur tout ce qui concerne le partage des nouveaux modes de mobilité, dont le vélo, y compris le vélo électrique. Alors c'est vrai que pour utiliser moi-même de temps en temps des vélos, quand mon vélo est cassé ou inaccessible ou que sais-je, c'est lourd et c'est parfois relativement peu pratique. Dans d'autres villes, il y a des systèmes exactement comme ceux-là, mais avec des modèles qui sont beaucoup plus légers. Donc je pense qu'effectivement, c'est possible de le faire. Et c'est possible d'avoir aussi quelque chose qui soit plus intégré. Je pense que, par exemple, il n'y a pas encore suffisamment de lien entre l'application Vilo et l'application Stib. Ce lien-là n'existe pas. Vous pouvez utiliser votre Mobib pour prendre un vélo, et ça, c'est une bonne chose. Donc il faut aller plus en plus là-dedans. Mais il faudrait aussi, de plus en plus, qu'il y ait des applications qui offrent toutes les possibilités de services de mobilité et de partage, avec chaque fois des services différenciés. L'avantage du vélo par rapport au vélo en free floating qu'on voit se développer, c'est qu'il est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher et beaucoup plus démocratique. Les vélos en free floating, c'est très bien, mais ça coûte 25 centimes la minute. Si vous l'utilisez tous les jours, vous avez un budget qui explose et c'est pas raisonnable. Donc voilà, c'est plus de légèreté. Oui, sans doute, ça peut être dans les cahiers de charge, et ça devrait être dans les cahiers de charge. Moi-même, c'est l'enfer. Si j'avais dû venir ici en vélo à la place de mon Brampton, vous me verriez encore en train de suer. Voilà, si on peut ne pas faire trop de pub, ce serait encore mieux. Pour vélo, on va prendre une quatrième question. Je rappelle aux candidats qu'ils ont toujours la possibilité d'intervenir sur une question qu'ils n'auraient pas directement posée. Personne n'a encore utilisé cette fameuse carte intervention, mais vous l'avez tous à votre disposition. Monsieur. Je m'appelle Alain, j'habite à Uccle. Ma question est pour Bernard Clafailly. Bernard Clafailly. Allez-y, approchez-vous du micro. Et ça concerne en fait le projet de métro. Oui. Les experts indépendants sont généralement très critiques à l'égard de ce métro, de ce projet, pas du métro en général, mais de ce projet. Certains partis ont déjà parlé d'un débat d'experts. Ce n'est pas le cas, en tout cas, je n'ai pas entendu que ce soit vous ou votre parti qui en a parlé. Mais si vous êtes élu, est-ce que vous êtes pour justement cette confrontation des experts? Il y en a quand même pas mal, surtout étant donné qu'ils ont des propositions qui sont parfois moins chères, ce qui n'est peut-être pas difficile compte tenu des 2 milliards prévus, et plus rapides, encore une fois, compte tenu de 10 ans, voire plus prévus. Est-ce que vous êtes pour justement le fait de confondre les experts indépendants pour ce dossier? La réponse de Bernard Clafailly. Merci pour votre question. Je suis tout à fait pour. Donc ce métro, on en parle depuis près de 10 ans. On n'a pas encore vu les premiers travaux. On attend toujours, en fait, les enquêtes publiques qui vont permettre à tout le monde de se prononcer sur l'intérêt, ça on le sait, mais sur les modalités de développement de ce métro-là. Les enquêtes publiques, c'est l'occasion d'un grand débat public sur comment on va le réaliser, avec quelle technologie, à quelle profondeur. Il y a beaucoup de choix qui ont été posés et peut-être qu'il sera difficile de les modifier tous, parce que des choix ont été posés par le passé. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait évidemment le débat le plus ouvert possible et que l'on puisse rediscuter des aspects qui seraient estimés comme négatifs ou améliorables du métro. C'est à ça que servent les enquêtes publiques. C'est à ça que sert ce débat public collectif entre Bruxellois avec des experts pour qu'on puisse chaque fois améliorer les projets importants qui nous sont présentés. Toujours pas de carte d'intervention. Ah si, Françoise Quepmans va intervenir sur ce point-là. Moi, je suis tout à fait... le mouvement réformateur est tout à fait favorable à la prolongation du métro. Enfin, concrétisons la ligne Nord qui est annoncée depuis si longtemps. Alors, j'entends qu'il y a des concertations, mais il n'est plus le temps de concerter, il est certainement le temps d'avancer. Et vous savez que l'investissement dans un métro, c'est pour, en principe, 100 ans. Et donc, au final, c'est un investissement qui coûte moins cher que le tram ou le bus. Donc il faut se placer vraiment vers la modernité, vers le futur, d'autant plus qu'on sait que la population bruxelloise va continuer à augmenter dans les futures années. Et donc si on veut décongestionner la ville, nécessairement le métro fait partie des solutions. Ce n'est pas la seule solution, mais le métro est indispensable. Voilà, une question, 2 réponses, c'est le principe de la carte d'intervention. J'allais juste dire que les experts sont contre. Oui. Donc en fait, la modernité, vous parlez de la modernité, il y a des villes comme Paris, Bordeaux, Nantes, et en fait, ils ont choisi le tram. Donc en fait, pour Paris a choisi le tram. Oui, le développement, oui, il y a des développements. Quand moi je vais à Paris, je me déplace en métro. Mais les nouvelles lignes, il y a des nouvelles lignes de tram. Bordeaux, c'est le tram. Nantes, mais c'est pas une capitale. Voilà. On va peut-être en Donc je veux dire, la modernité, c'est aussi le tram, et les experts sont contre. Donc la question c'est, est-ce que vous allez écouter? Donc je vois que le défi va écouter.
Mais peut-être le MR ne va pas écouter les experts. Voilà. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante. C'est un monsieur qui va remonter sur scène pour poser la 5e question de cette première série d'interventions du public. Bonjour, je m'appelle Thomas et j'habite à Anderlecht, je suis boulanger. Ma question, c'est pour Elk van den Brand de Groen et aussi pour Ecolop. Alors, un seul, il faut choisir. On verra qui va réagir. Il y a 19 hectares de terres arables qui vont être bétonnés à Arun pour construire une maxi-prison. Si le Conseil d'État devait annuler les permis d'environnement et d'urbanisme, et si Ecolo Groen se retrouve au gouvernement régional bruxellois, est-ce que vous allez annuler ce permis que ce consortium toxique qui s'appelle CAFASO va certainement redemander? Une question précise. Ce qui est important, c'est que la convivialité, la vivalité de Haren reste intacte, que les gens se retrouvent et que l'impact de ce projet est bien estimé et bien géré dans le contexte de Haren. Pour l'instant, il faut attendre un peu tous les résultats, mais je pense que c'est un projet très très large, très très grand. Et il faut des places, il faut des nouveaux prisons, parce que les prisons à Forêt ou les prisons à Saint-Gilles, les conditions de vie là sont inhumaines. Il faut être flexible. Mais la question, c'est comment le faire. Et moi, est-ce je qu'on vous a besoin interromps. des Plus grands, on construit de grands projets? prison, plus on l'enferme en fait. Donc Pardon, c'est-à-dire j'ai que pas compris Groen, ce que vous avez dit. plus on construit de prison, plus on enferme des personnes. Donc c'est-à-dire que Groen est favorable à une augmentation du nombre de détenus. Alors on va laisser Elke van den Brand répondre. Je suis surtout pour l'amélioration de la qualité des prisons. Parce que pour l'instant, les qualités de vie, si on va à Forêt, si on va à Saint-Gilles, c'est inacceptable. Il faut le rénover, il faut l'améliorer. Je rêve d'une vie où on n'a pas besoin de prisons, mais on aura besoin de prisons. Il faut chercher des alternatives, des sanctions alternatives. Évidemment, mais on a besoin encore des prisons dans le monde, mais il faut le faire dans une manière où c'est intégré dans la ville, que ce n'est pas un projet qui tue tout un quartier ou toute une partie de notre ville. Voilà, c'était la réponse, mais vraiment 5 secondes. Simplement, un consortium qui détourne de l'argent, qui privatise, etc. Les prisons Groen et Ecolo sont donc favorables et vous allez donc réaccorder les permis d'urbanisme et d'environnement si vous êtes Alors au on n'est plus prochain dans la question, dans l'interprétation. Personne n'a dit ça. On va entendre une 6e et dernière question. Mon petit doigt me dit qu'on va parler de taxi. Effectivement. Bonsoir, je suis Sam Bouchal, je suis un représentant du secteur du taxi, effectivement, M. Grosfilet. Ma question s'adresse évidemment à M. Smet. Monsieur Smet, le secteur du taxi dont je suis un représentant est tout à fait favorable évidemment à une décongestion de notre ville parce que évidemment ça impacte directement la vitesse commerciale de nos véhicules. On a beaucoup parlé de mobilité, on a parlé de véhicules partagés, on a parlé de vélos, de métro, de tram, on n'a pas parlé de taxi. Or le premier véhicule partagé à Bruxelles, celui sur lequel le plus de personnes s'assiedent sur la banquette arrière, c'est bien le taxi. Et je voudrais vous poser une question pour cette multimodalité que tout le monde appelle de ses voeux. Est-ce que vous envisagez, si vous êtes à nouveau ministre, d'étendre par exemple un service comme le service collecto? Parce qu'on veut tous combattre l'autosolisme. L'autosolisme peut être combattu, Madame Frémaux en a parlé tout à l'heure, l'autosolisme peut être combattu aussi en se servant des solutions qu'offre le taxi. Aujourd'hui, le service collecto est disponible de 6h du matin, de 23h à 6h du matin. Je pense que si on étend ce service, maintenant il faut voir, aux heures de pointe, est-ce quelques jours par semaine? Et je suis étonné, parce qu'on vous a souvent tendu la perche, en vous disant, tiens, monsieur Smet, vous battez contre l'envahissement de la voiture en ville, on veut vous aider, et vous n'avez jamais saisi cette perche. Pourquoi? Alors, est-ce qu'il faut plus de collecto? La réponse de Pacasmet. Je suis content que vous parliez de collecto. C'est moi qui ai créé collecto il y a des choses merveilleuses, monsieur Smet. Ensemble avec Noctis. Vous ne faites pas que de mauvaises choses. On a fait Noctis et on a créé en même temps collecto. Oui, pour moi, ça peut être étendre pendant la journée. Mais pendant cette législature, on a fait beaucoup de choix qui ont coûté beaucoup de l'argent. Je suis content avec le ministre des Finances qui m'a donné de l'argent et tout le gouvernement pour faire le truc. Bon, les choix sont faits. Est-ce qu'on doit étendre? Oui, je suis pour. Comme on doit faire un cadre pour le secteur taxi en global, puisque vous avez raison, le secteur taxi est important au sens large du mot, est important en milieu urbain, et ça veut dire faire finalement ce que le gouvernement portugais a fait, le gouvernement le plus gauche de l'Europe, avec des communistes dedans. Ils ont fait un cadre pour Uber, ils ont réglé le secteur taxi. On doit faire exactement la même chose ici à Bruxelles, y compris étendre le système de collecto. Alors ma réponse est sans équivoque, oui, le secteur taxi au sens large du mot a une place à Bruxelles à renforcer.
On parle aussi de la qualité de l'air. Je voudrais juste signaler que ça fait 10 ans qu'il existe un pourcentage important de taxis électriques à Bruxelles. Et malgré nos demandes, aucune borne de rechargement pour ces véhicules électriques n'existe à aucun stationnement taxi. Voilà, Voilà, merci pour votre intervention. On a eu une seule carte d'intervention qui a été brandie par une tête de liste. C'est Françoise Kepmans qui l'a utilisée. Ça veut dire que les 11 autres candidats ont encore la possibilité d'utiliser une fois effectivement cette carte d'intervention. Il y aura 6 autres questions du public tout à l'heure et nous allons continuer avec le second thème de débat que nous avons choisi pour cette soirée, c'est le thème du vivre ensemble. Bruxelles, c'est 1 200 000 habitants, des francophones, des néerlandophones, mais aussi beaucoup d'habitants qui viennent d'ailleurs. 2 habitants sur 3 ont des origines étrangères. Et d'ailleurs, 1 Bruxellois sur 3 ne votera pas le 26 mai puisqu'il n'a pas la nationalité belge. Est-ce que nos institutions bruxelloises sont aujourd'hui efficaces avec la population du Bruxelles d'aujourd'hui? Faut-il réformer ces institutions? Est-ce que la coopération entre francophones et néerlandophones fonctionne suffisamment bien? Quand on parle de diversité, il y a parfois des frictions dans certains quartiers. La religion n'est pas vécue de la même manière et n'a pas la même place pour tout le monde à Bruxelles. Il y a des quartiers très riches, d'autres qui sont beaucoup plus pauvres. Est-ce qu'on peut corriger ces inégalités? Ce sont tous ces thèmes que je vous propose d'aborder pendant la demi-heure qui est devant nous. Et on va commencer dans l'autre sens par rapport à tout à l'heure. C'est donc Alain Marron qui va prendre la parole en premier. D'abord, pour parler du premier clivage qui scinde un petit peu Bruxelles, mais qui est de plus en plus artificiel, celui entre les francophones et les néerlandophones, dire que notre vision, c'est de la dépasser. M. Smet, c'est One Brussels, mais on a un peu l'impression qu'il est tout seul. C'est One, pas englobant, mais only one. Écolo et Groen travaillent à 2. C'est-à-dire on est One Brussels, mais effectivement à 2 sur un seul Bruxelles, francophone et néerlandophone, et nous défendons nos idées ensemble, y compris sur l'institutionnel. C'est quelque chose qui est important pour nous. Si on veut que Bruxelles devienne une communauté, il faut que les familles linguistiques se parlent et tentent de trouver des accords. Il y a parfois des petites divergences entre écolo et Groen, mais nous dialoguons et nous essayons de porter le même discours globalement. Maintenant, évidemment, la diversité à Bruxelles, elle va bien au-delà de la question entre francophones et néerlandophones. Pour une majorité de la population, ça ne veut rien dire, puisque la majorité de la population est d'origine étrangère, ne parle maintenant plus ni le français uniquement, ni le néerlandais uniquement à la maison, mais beaucoup d'autres langues. C'est ça la réalité de Bruxelles, et c'est ça la réalité de Bruxelles d'aujourd'hui et de demain, et il faut en faire une opportunité. D'abord et avant tout pour ça, et c'est sans doute la priorité à ce stade-ci, c'est combattre toute forme de discrimination au logement et à l'emploi et avoir des mesures concrètes en ce sens et des signes concrets en ce sens. Sur du testing, il y a des choses qui ont commencé à être mises en place. J'imagine que mes collègues en parleront et c'est une bonne chose. On les a soutenus, parfois même on les a portés ensemble. Il faut que ça porte ses fruits. Nous pensons aussi que ça ne va pas non plus d'exclure, par exemple, d'un certain nombre d'emplois, un certain nombre de femmes musulmanes qui portent un foulard. Pour nous, Bruxelles doit dépasser ce type de clivage et accepter concrètement la diversité, y compris dans des signes comme cela. Pour le vivre ensemble, il faut pouvoir communiquer. Et pour pouvoir communiquer, il faut être maître de plusieurs langues. Il faut commencer par être bilingue, voire trilingue, dans notre région. Et cela ne peut se faire qu'avec un enseignement de qualité. Et la priorité des priorités pour améliorer le vivre ensemble dans notre belle ville, pour l'Open VLD, c'est d'investir massivement dans un enseignement de qualité qui amène les jeunes, une fois l'obligation scolaire terminée, à 18 ans, à être au moins trilingues, connaître le néerlandais, le français et l'anglais, et souvent même quadrilingue, parce que la langue maternelle est souvent différente de ces 3 langues. Et pour cela, il faut s'investir, il faut que nous convainquions aussi les 2 communautés, Wallonie-Bruxelles, la communauté flamande, et naturellement aussi les collègues du gouvernement bruxellois, à y aller massivement, avec des écoles, des infrastructures de qualité, de l'enseignement de qualité, et avec un objectif toujours, être trilingue à 18 ans. Céline Trémaux. Un leitmotiv par rapport à ce Bruxelles qui est si diversifié aujourd'hui et avec une multiplicité de visages humains, c'est
partager des valeurs et reconnaître chacun dans ce qu'il est. Je crois que pour le CDH, il est fondamental que le lien social et la fraternité soient au cœur du projet bruxellois de façon quotidienne. Et ça passe par éduquer à l'autre, ça veut dire développer toute une série d'initiatives interculturelles, interconvictionnelles, dès le plus jeune âge, à l'école, apprendre à connaître l'autre. C'est aussi intégrer davantage dans les programmes scolaires cette éducation à l'autre. C'est de lutter contre toutes les discriminations qui peuvent exister aujourd'hui encore à Bruxelles. J'ai pu promouvoir un travail de fond législatif, et Colo l'a rappelé, dans la lutte contre les discriminations au logement. Je pense que c'est une bonne étape, il faut poursuivre ce travail. La deuxième chose, c'est aussi une réalisation qui était une demande forte du CDH, c'est la mise en place d'un parcours d'intégration obligatoire. Je pense que nous sommes responsables des personnes migrantes qui arrivent chez nous. Nous devons leur donner des clés. Ça a été fait par ce gouvernement, ça va se développer encore à travers la mise en place de toute une série de bureaux d'accueil et d'intégration. Troisième chose, l'apprentissage des langues, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui à Bruxelles. Le CDH est favorable au développement des écoles bilingues. Françoise Kepmans, je vais vous demander d'être concise, parce que vous êtes un petit peu en avance par rapport à vos collègues sur le temps de parole. Alors, évidemment, Bruxelles, c'est une ville cosmopolite, et donc je ne peux pas réduire la mixité à une question institutionnelle. C'est véritablement la coopération qui doit exister entre la communauté flamande et la communauté française. Et aujourd'hui, à Bruxelles, les Bruxellois se sentent de plus en plus proches de leur identité. L'identité bruxelloise, elle est revendiquée. Alors, j'entends que Guy Van Engel dit tous trilingues, et je trouve que c'est une excellente proposition. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut miser sur l'éducation et l'enseignement, c'est essentiel. Il y avait une socialiste qui disait tous bilingues en l'an 2000, mais j'ai beaucoup d'espoir que ça puisse se réaliser avec justement des politiques qui sont engagées pour développer le bilinguisme. Je voudrais insister aussi parce que Madame Frémaux parle du parcours d'intégration. Alors je trouve ça extraordinaire parce que en 2003, j'ai proposé un parcours d'intégration en région bruxelloise, forte de l'expérience que j'avais à Bruxelles et en particulier à Molenbeek. Et je peux vous assurer qu'à cette époque, tous les partis politiques ont considéré que cette proposition, qui s'inspirait d'ailleurs de ce qui se passait en Flandre, c'était une proposition qui stigmatisait les personnes d'origine étrangère. Et j'entends qu'il a fallu plus de 15 ans à ce gouvernement pour en venir à la concrétisation de ce projet. Et c'est véritablement le reproche que l'on peut faire, c'est la lenteur des concrétisations qui se font. Non mais je trouve ça extraordinaire. Vous l'avez proposé, nous l'avons fait, c'est le résultat qui compte. À l'époque, vous avez refusé, vous avez dit que c'était stigmatisant. Et Françoise Kepmans, vraiment, il va falloir... Moi, j'entends qu'enfin, vous avez entendu raison. Françoise Kepmans, il va vraiment falloir faire attention à votre temps de parole. Sietske Van Ankter. Pour la MVA, le vivre ensemble, la communauté est très important. Alors, il faut bien comprendre ses voisins. Il faut parler la même langue, le français, le néerlandais, ou même l'anglais. Il faut parler, il faut se connaître. C'est vrai, en 2004, la MVA a commencé en Flandre avec les parcours d'intégration. Ces parcours ont 3 volets. D'abord, apprentissage des langues. C'est primordial. Il faut se comprendre. Il faut vraiment parler les langues. Deuxièmement, avoir une explication comment on vit ici. Comment sortir les déchets, comment on fonctionne, quelles sont nos valeurs. C'est très important. Troisièmement, le travail. Trouver un travail, parce que ça, c'est vraiment important aussi à Bruxelles. Ici, à Bruxelles, il y a 1 enfant sur 4 qui vit dans une famille où les parents n'ont pas de travail. Alors ça, c'est vraiment important que chaque primo-arrivant apprend les langues, suive les cours et est inscrit à Actiris pour trouver un travail. Et comme ça, on peut avancer. Jean Calabatz. Oui, alors j'entends dire que Bruxelles est une ville multiculturelle. C'est bien plus que ça. Bruxelles est, après Dubaï, la ville la plus cosmopolite au monde. Plus de 60% est d'origine étrangère. Pour moi, c'est un atout. Je considère ça vraiment comme une richesse, à condition, bien sûr, que nous partageons tous un socle de valeurs communes. Je pense à égalité homme-femme, séparation État-Église, protection des minorités, etc. 2, parce qu'il y a bien sûr plusieurs volets à votre question. 2, c'est Bruxelles institutionnellement. Est-ce qu'il faut simplifier, harmoniser, uniformiser? Absolument oui. Mais celui qui croit que le 27 mai, les communes vont arrêter d'exister
se trompent, bien sûr. Et donc, moi, en tant que CDNV, je suis dans le pragmatisme et je lance des idées qui peuvent vraiment se concrétiser. Et donc, notre solution est bien plus réaliste, c'est-à-dire, et on s'inspire d'ailleurs d'autres grandes villes comme Paris ou Berlin, qu'il faut renforcer la région, qu'il faut donc transférer des compétences des communes vers la région, parce qu'il faut absolument qu'on arrête, ou que certains bourgmestres arrêtent de bloquer certaines décisions qui sont absolument nécessaires pour le futur de Bruxelles. Et donc, l'image que j'utilise souvent, c'est que sur un navire, il y a un capitaine, pas 19, parce qu'alors on reste sur place. Donc, renforcer absolument la région et garder les communes comme un niveau très local, proche des gens, mais sans beaucoup de compétences. On va voir si votre voisin qui est bourgmestre est d'accord. Bernard Clairfeuille. Je ne comptais pas aller sur ce champ-là, mais je ne connais, moi, aucune situation où ce n'est pas la région qui peut avoir le dernier mot. Les lois sont bien faites en région bruxelloise, et la région, quand elle le veut, elle peut avoir le dernier mot. Je vais vous donner quelques exemples. Elle peut avoir le dernier mot. Il peut y avoir des conflits entre un intérêt local et un intérêt régional, mais c'est toujours l'intérêt régional qui doit, quand il le faut, quand il faut trancher, qui doit s'imposer. Mais sur le débat du vivre ensemble, car c'est bien cela, Bruxelles est une petite ville globale, une petite ville monde avec toutes les réalités que nous connaissons. Pour ça, on l'a dit, il faut partager des valeurs qui sont le respect l'un de l'autre, l'émancipation, l'égalité, mais il faut aussi partager des réalités. Et il faut reconnaître qu'il y a à Bruxelles des réalités qui sont très différentes. Il y a des situations dans des quartiers ou dans des communautés qui sont très très différentes. Et il y a des enjeux sur l'accès égal à l'emploi, l'accès égal au logement, l'accès égal à l'école. Nous n'avons pas des écoles, les meilleures écoles à Bruxelles sont toutes d'excellente qualité, qu'elles soient néerlandophones ou francophones, et beaucoup de francophones mettent leurs enfants dans l'enseignement néerlandophone pour qu'ils apprennent le néerlandais. On a déjà des écoles d'insertion en région bruxelloise avec ce régime-là. Ce qui pose problème, c'est les écoles qui n'ont pas le même niveau, qui est un niveau trop faible. C'est là qu'on doit mettre l'accent, c'est là qu'on doit relever le niveau et permettre à tous de prendre l'ascenseur social à travers le niveau de formation, qui est, on le sait, ce qui rend le plus difficile l'accès à l'emploi en région bruxelloise. La garantie jeune a bien fonctionné, on a baissé le taux de chômage en région bruxelloise, on doit continuer à le baisser et permettre à tout le monde d'avoir accès à l'emploi en améliorant la formation de base, la formation professionnelle. Et je pense aussi que l'accueil des migrants est quelque chose qui n'a pas été suffisamment pris en compte à travers le temps. Avoir un parcours d'accueil, un parcours d'intégration est absolument essentiel. On vient de connaître des incidents à Schaerbeek il y a quelques jours, parce qu'une partie de notre population, qui est ici depuis longtemps parfois, n'a pas eu peut-être suffisamment bien compris ce que sont les notions de séparation entre les pouvoirs, n'ont pas bien compris que la justice en Belgique est indépendante, que la justice en Belgique travaille au bénéfice de tout le monde. Eh bien ça, nous payons le prix d'un travail qui n'a pas été fait suffisamment dans le passé, dans le parcours d'intégration. Il ne faut pas recommettre les erreurs, il faut intégrer mieux les personnes qui viennent sur notre territoire. Françoise de Smet. Oui, alors on l'a déjà dit, Bruxelles est vraiment une ville à part, la deuxième ville la plus diverse au monde. Et donc c'est effectivement une richesse incroyable, mais qui ne peut pas s'exprimer, qui ne peut pas éclore maintenant, parce qu'on est aussi dans une région où il y a encore énormément de discrimination. La première, elle est linguistique, donc il y a une forte séparation entre les néerlandophones et les francophones, alors qu'on a besoin d'unité. Et donc par rapport à ça, je suis contente d'entendre qu'il y a plusieurs partis qui sont favorables à un enseignement bilingue, mais ça fait des années qu'on en parle et on ne voit pas que les choses bougent énormément. Donc je me souviens qu'en 2013, M. Vervoort disait qu'il allait en faire une priorité pour les jeunes et pour lutter contre le chômage. C'était le moment où mes enfants rentraient en secondaire et à l'école primaire. Aujourd'hui, ils en sortent et ils ne parlent pas le néerlandais. Donc on va devoir beaucoup plus avancer sur cette question, on n'y est pas du tout. Ça, c'est une première chose. Évidemment, les autres discriminations importantes, c'est pour les personnes d'origine immigrée, quand elles recherchent des emplois ou quand elles demandent accès à un logement. Donc, on sait bien que quand on s'appelle Samira ou Cécile, on n'a pas les mêmes chances de trouver un travail. On a plus de chances de trouver un travail quand on s'appelle Cécile au lieu de Samira. Et donc, on a effectivement avancé sur le testing, mais maintenant, on doit aller encore plus loin. Donc, on demande que les pouvoirs publics fassent des tests eux-mêmes pour traquer justement ces discriminations qui sont faites à l'emploi et qu'il y ait des sanctions qui soient mises en place, parce que sinon, on ne va pas avancer sur ces discriminations. Parce que le vivre ensemble, ça passe par l'accès au travail, ça passe par l'accès à l'enseignement, ça passe par l'accès au logement. Et donc de ce point de vue-là, je voulais dire aussi que c'est pas en excluant effectivement des femmes qui portent un foulard sur la tête qu'on va avancer dans le vivre ensemble. Claude Moniquet. Oui, je voudrais vous rappeler 4 chiffres.
S'ils sortent d'une enquête qui a été réalisée par la RTBF et Le Soir en 2017, c'était l'enquête Noir, Jaune, Blues. À la question aimez-vous la culture, les mœurs et le mode de vie occidental, 33% des personnes interrogées et se présentant elles-mêmes comme étant de culture ou de religion musulmane, 33% répondaient « nous ne sommes pas d'accord ». 18% étaient mitigés. Ça veut dire que 51% de ces personnes interrogées rejetaient ce mode de vie. À la question « les lois de l'islam sont-elles au-dessus des lois belges ?» 29% répondaient « oui » et 11% étaient mitigés. Ça veut dire que pour 40% des personnes qui se définissent comme musulmanes aujourd'hui en Belgique et à Bruxelles, il y a une primauté des lois coraniques, des lois religieuses sur les lois civiles. J'ai rencontré avec mes colistiers il y a quelques jours, nous avons rencontré un collectif d'ex-musulmans, de gens donc qui sont musulmans, qui ont décidé à un moment donné de sortir de la religion musulmane, ce qui est relativement compliqué. Ils nous ont expliqué la pression sociale, la pression familiale terrible dans certains quartiers par laquelle ils sont passés, dans l'indifférence générale de la société belge. Alors je veux être très clair et très précis. Avec Alain Destex, nous avons répété, et avec nos colistiers, nous avons répété à plusieurs reprises que nous n'avions pas de problème avec l'origine des gens, ni avec la religion des gens. Nous avons un problème avec des comportements. Et nous avons un problème avec le respect de la loi. 3 mesures. Je suis d'accord avec Guy Van Engel. Bien entendu, un enseignement de qualité, c'est la pierre angulaire, pas seulement d'ailleurs du vivre ensemble, mais aussi d'une économie qui fonctionne, d'une vie sociale harmonieuse et d'une société apaisée. Deuxièmement, bien entendu, renforcer et élargir le parcours d'intégration, mais en étant précis sur le contenu du parcours d'intégration, qui doit par exemple porter sur le respect des genres, sur l'égalité des sexes, sur la neutralité et la primauté du droit. Et troisième mesure que je proposerai, au milieu de plusieurs que nous avons dans notre programme, c'est la facilitation de l'intégration des femmes d'origine étrangère sur le marché du travail, parce que nous pensons que les femmes peuvent être un vecteur de pacification des communautés et de progrès. Elke Wallenbrand. Oui, si on veut vraiment changer la vie, si on veut vraiment changer Bruxelles, il faut collaborer, il faut travailler ensemble. Et c'est toujours facile de trouver les différences, mais c'est beaucoup plus difficile, mais beaucoup plus important de trouver les convergences. Et c'est pour ça, vraiment, comme Alain a dit, qu'on travaille Groen et Écolo ensemble, commun. On met des priorités sur la table commun, des priorités sur une ville plus juste, plus verte, mais aussi une ville plus efficace. C'est important. C'est quelque chose que je veux répéter parce que je trouve que c'est quelque chose, un comportement dans la politique qu'il faut stimuler. On a beaucoup parlé de l'enseignement ici, mais ce qu'il manque, c'est une collaboration entre la communauté française et la communauté flamande sur la collaboration sur l'enseignement. C'est pour ça que nous proposons d'avoir une plateforme de concertation régionale sur l'enseignement où les deux communautés se trouvent, où ils parlent par exemple sur les manques de place. On est à la capitale d'Europe, on n'a pas assez de place pour tous les enfants des écoles. Alors il faut que les deux communautés se mettent ensemble et trouvent une solution, font un plan pour le résoudre. Il faut que les deux communautés se mettent ensemble pour avoir pour échanger des bonnes pratiques, tout ça, pour échanger des professeurs, parce que j'ai bien compris, dans les écoles francophones, ils cherchent des professeurs pour donner des cours néerlandais. On a des néerlandais à Bruxelles, échangeons, les professeurs, échangeons et cherchons les moyens de collaborer ensemble. Cherchons aussi une manière de faire des écoles bilingues. Parce qu'on a des écoles néerlandophones et francophones. Mais mettons à côté de ces deux systèmes-là des écoles bilingues. Il y a une vraie demande chez les Bruxellois. 90% des Bruxellois sont en faveur des écoles bilingues. C'est pour ça qu'on propose, voilà, faisons, mais allez-y. C'est une question des Bruxellois qui va nous mettre plus proches l'un de l'autre, qui va augmenter le multilinguisme à Bruxelles. Parce que là, c'est avec ça que je veux terminer, il faut vraiment insister sur les atouts qu'on a. Bruxelles est multilingue et le monde politique prend acte, on a toutes les langues, mais il faut une stratégie là-dessus. Il faut une stratégie de comment faire que tous nos enfants à 18 ans sont multilingues, comment faire que la richesse des langues à Bruxelles est utilisée en faveur. C'est un atout pour trouver un boulot, mais c'est un atout pour vivre ensemble. Et là, je pense qu'il faut vraiment une politique de langue à Bruxelles pour la prochaine législature. Rudy Vervoort. Mais je pense que l'élément important, l'élément émancipateur, c'est l'enseignement. J'en suis intimement convaincu, et un enseignement de qualité. Alors c'est vrai, cet enseignement à Bruxelles nécessite une prise en compte différenciée. D'abord parce qu'on a une chance potentielle, c'est qu'on a les deux communautés qui sont présentes et qui organisent de l'enseignement ici à Bruxelles. On a inscrit dans la stratégie 2025 la participation, par rapport à ce que tu disais, la participation des communautés au processus de dialogue avec les interlocuteurs sociaux, pour voir comment améliorer la qualité de l'enseignement à Bruxelles. Il faut bien considérer que si on vient avec l'école bilingue, aujourd'hui, tous les Bruxellois sont
je pense, favorable, mais on a fait l'expérience de l'école normale bilingue. On a bien dû se rendre compte qu'au nord du pays, tout le monde ne voyait pas ça de la même manière et que le projet que Guy a porté s'est vu opposé à niet catégorique de la part d'une formation politique qui s'appelle la NVA, qui considère que l'école bilingue n'est pas une bonne solution. Alors aujourd'hui, comme c'est le parti qui, comme je l'ai dit, décide de beaucoup de choses dans ce pays, c'est un peu difficile de faire avancer les choses. Donc je disais enseignement. Et puis derrière l'enseignement, c'est quoi? C'est l'emploi, c'est l'émancipation économique, parce qu'on vit dans une région qui reste quand même extrêmement duale, avec une ligne de démarcation, j'ai envie de dire, qui est le canal, qui convient de réparer, mais le travail est titanesque. Et donc il y a la matière, je pense, à faire en sorte que tout Bruxelles participe au développement économique, à ce dynamisme économique qui est là, qui existe. Et pour ce qui est des questions de discrimination, je pense qu'effectivement, peut-être rappeler qu'on vit dans un état de droit et que je pense savoir qu'un OIP avait a dû à un moment donné changer son règlement sur base de décisions de justice et se conformer au droit. Et moi, je fais confiance au droit dans ce pays. Voilà. Et un OIP, c'est une administration en langage courant. Pascal Svett. Le vivre ensemble commence avec le respect. L'un vis-à-vis l'autre, ça veut dire une femme en mini-jupe, en décolleté, doit pouvoir sans problème promener dans la rue. Deux mecs, s'ils se mettent main à main, doivent pouvoir se faire sans problème. Une femme avec foulard ne doit pas être insultée dans la rue. Ça, c'est le respect, l'un vis-à-vis l'autre. Et moi, je trouve que la police doit être beaucoup plus présente à Bruxelles aussi, qu'à des comportements non respectueux un vis-à-vis l'autre, alors plus de verbalisation. Vivre ensemble veut dire aussi plus de solidarité. Moi, je ne trouve pas normal qu'un pauvre à Uccle paye plus de taxes qu'un pauvre, moins de taxes qu'un pauvre à Molenbeek, par exemple, qu'un pauvre à Woluwe-Saint-Pierre a moins de droits sociaux qu'un Woluwe à la ville de Bruxelles. Je ne trouve pas normal. Les pauvres de notre région doivent être traités d'une même façon. Alors, vivre ensemble, c'est plus de solidarité entre les gens. Vivre ensemble veut dire aussi au niveau politique que les gens savent qui est pourquoi responsable. Aujourd'hui, à Bruxelles, tout le monde est compétent et personne n'est responsable. On ne sait pas qui est responsable, pourquoi. On peut dire celui, non, le ping-pong commence. Ça n'intéresse pas les gens. Ça veut dire alors, moi, des hommes et femmes politiques, des structures beaucoup plus efficaces. Et oui, Bianca, ça veut dire une ville-région avec un CPS, avec une zone de police et évidemment avec les districts, évidemment avec les arrondissements. Et oui, Bianca, ça ne va être pas pour demain immédiatement, c'est possible. Mais quand il y a 15 ans, quand je suis venu avec l'idée de piétonner, tout le monde a rigolé. Ils ont dit un piétonnier à Bruxelles, un Rambla à Bruxelles, jamais de la vie. Retourne vers la Flandre avec ton piétonnier en vélo, puisqu'on ne roule pas à vélo à Bruxelles. C'est ça que les gens ont dit. 15 ans plus tard, on a le piétonnier à Bruxelles et beaucoup de gens sont contents. Alors, ça va être exact la même chose avec la simplification de la gestion. Dans la vie, il faut oser, il faut rêver. Et quand tu as un rêve, tu peux le réaliser quand tu le veux. Alors, vivre ensemble, c'est plus de solidarité, plus de respect et savoir qui et pourquoi responsable. Alors, je voudrais donner la parole à deux personnes qui n'ont pas beaucoup parlé, en tout cas qui ont moins parlé que les autres. C'est Bianca Debatz et c'est Schilcher Van Acter. Françoise Kepmans, ne me regardez pas, vous n'aurez pas la parole, ce n'est pas possible. Bianca Debatz, je vous proposais de répondre à ce que vient de dire Pascal Svett. Par rapport Par rapport à l'idée qu'il faut avancer vers plus de régions. Mais je pense que finalement, on est sur la même longueur d'onde et on veut, je pense, la même chose. Peut-être que le moyen pour y arriver est un peu différent, mais je pense que tout le monde dans la salle, tous les Bruxellois sont d'accord qu'il faut uniformiser, qu'il faut plus d'harmonie au niveau des 19 communes, ça c'est clair. La seule différence, c'est que moi je crois qu'abolir les communes, c'est pas pour demain, mais que nous pouvons vraiment avancer concrètement dans les mois à venir, sans des grandes réformes d'État, parce que je pense que les débats communautaires, il faut vraiment s'en passer. Et donc, transférer les compétences des communes vers la région, c'est possible. Une zone de police, c'est possible. C'est un arrêté ministériel. C'est bien dommage d'ailleurs que l'ancien ministre de l'Intérieur ne l'a jamais fait. Et donc, des étapes concrètes pour vraiment mieux gérer la ville, tout à fait d'accord. Schilcher Van Acter, sur cette question des réformes des institutions bruxelloises sur la place des communes, et je voudrais aussi que vous répondiez à Rudy Vervoort qui a dit si on ne peut pas avancer notamment dans le projet de vraiment avoir des écoles bilingues à Bruxelles, c'est parce qu'il y a un parti, c'est la NVA, qui ne le veut pas. Je veux bien répondre à M. Vervoort parce que, en fait, je ne comprends pas pourquoi il parle de l'enseignement néerlandophone, parce que l'enseignement néerlandophone à Bruxelles, elle délivre des élèves multilingues déjà. Il n'y a que 9% des élèves dans des écoles néerlandophones qui parlent le néerlandais à la maison. Le reste, français, turc, espagnol.
et à la fin, quand ils sortent, quand ils ont 18 ans, ils sont multilingues. Donc, on a aussi l'enseignement francophone. Là, on ne voit pas. Il n'y a que 8% des élèves qui sortent de l'enseignement francophone qui parlent assez le néerlandais à la fin de leur parcours scolaire. Donc, c'est ça. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'enseignement francophone a une mauvaise qualité. Mais est-ce que vous voulez des écoles bilingues ou pas? Attends, il doit voir où sont les problèmes et il faut attaquer. Alors, je veux que Rudy Verwoerd appelle M. De Motte et qu'il se plaint, qu'il demande plus d'investissement dans aussi l'enseignement francophone pour avoir des meilleurs résultats. Et là, on peut faire des échanges. Moi, je suis pour un accord entre l'enseignement néerlandophone à Bruxelles et l'enseignement francophone pour échanger, par exemple, des professeurs. Je trouve que c'est important. Existe, hein. Ça existe depuis 2015. Oui, ça existe. Mais alors, ça doit être appliqué. Il faut avoir chaque pénurie de enfant professeurs. à Bruxelles doit être multilingue quand il sort de l'école. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Alors, sur le thème de l'école ou sur autre chose, Céline Frémaux. D'abord, je voudrais réagir sur la question de la fusion des communes et la fusion des zones de police. Je pense que ce qu'on doit viser, c'est l'efficacité. Ce n'est pas certainement la théorie du Big Bang institutionnel qui va nous faire perdre beaucoup de temps et qui va obliger une réforme de l'État. Ce n'est pas non plus le statu quo. Ce que les citoyens attendent, c'est qu'on puisse avancer avec de l'efficacité. Je suis tout à fait défavorable, et le CDH aussi, à la fusion des communes. Je suis encore plus défavorable à la fusion des zones de police. On a vu ce que ça a donné au niveau d'Anvers. Par contre, je suis favorable à ce qu'on fasse des contrats à un certain moment entre les communes et les régions en fonction de la dotation qui leur est donnée avec des objectifs précis. La deuxième chose, un accord de coopération, la NVA ferait bien de se renseigner, il existe depuis 2015. S'il demeure des difficultés, c'est parce qu'il y a un problème de pénurie de professeurs que vous retrouvez aussi aux Pays-Bas. Et donc, attention, ne tombons pas non plus, et j'étais un peu alertée par les propos de Groen, dans un débat sur la régionalisation de l'enseignement. Le CDH y est totalement opposé. Alors, je voudrais entendre Françoise De Smet et Claude Moniquet sur l'idée de fusionner ou pas les communes à Bruxelles ou les zones de police. Françoise De Smet. On peut évidemment discuter de fusion de certaines communes, en tout cas, peut-être les plus petites ensemble, mais je pense qu'on doit surtout débattre de à quoi sert cette simplification, parce que si c'est pour appliquer de nouveau les mêmes politiques à l'heure actuelle où on vend notre région, par exemple, à des gros promoteurs immobiliers pour se faire de l'argent en construisant du logement plus de luxe ou en tout cas avec des loyers élevés pour les gens, qu'on simplifie ou pas les communes, si c'est cette politique-là qui continue, pour nous, ça ne changera rien. Donc on veut vraiment remettre en question le fait que le logement maintenant est laissé dans les mains du marché privé. Et donc voilà, on peut discuter simplification, mais on doit surtout voir qu'est-ce qu'on en fait. Donc ce n'est pas le débat prioritaire pour vous. Claude Moniquet. Alors, fusionner les communes, très clairement, non. Mais nous voulons alléger le fonctionnement des communes, nous voulons le simplifier, nous voulons moins d'échevins, moins de fonctionnaires, nous voulons moins des conseils communaux qui ne soient plus pléthoriques. Mais fusionner les zones de police, en revanche, oui. On voit bien, Anvers, c'est peut-être un contre-exemple, mais on voit bien dans certaines capitales qui ne sont pas très lointaines, comme Paris, comme Londres, comme Rome, comme Madrid, qu'une police unique dans une capitale, dans une grande ville, ça a du sens. Ça permet de faire des économies de moyens, ça permet de faire des économies d'échelle, et ça permet de redistribuer la ressource policière sur l'ensemble des territoires, avec évidemment des commissariats de quartier. Je comprends très bien que les chefs de zone et les bourgmestres ne veulent pas en entendre parler, parce qu'une grande partie du pouvoir historique des bourgmestres vient de la gestion de leur police communale, qui n'est d'ailleurs plus communale aujourd'hui, et les chefs de police, bien entendu, pourraient craindre de ne plus être le petit roi de leur police. Mais je crois que dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt de la sécurité, la fusion des zones de police, pour nous, clairement, c'est oui. Alors, il y a 3 candidats qui sont en retard sur les temps de parole. C'est Bianca Debat, Selche Van Achter et Guy Van Engel. Je vais vous proposer de, par exemple, nous dire, mais en 30 secondes chacun, ce que vous avez pensé de la petite idée d'Alain Marron, qui était de dire les femmes qui portent le foulard, elles doivent pouvoir avoir accès à l'emploi. Et je vais préciser peut-être la position et vous demander de dire si elles peuvent avoir accès à l'emploi public, y compris en lien direct avec le public de les administrations. Donc 30 secondes chacun. Bianca Debat, Selche Van Achter, Guy Van Engel sur cette question. Je commence ? Allez-y. Mais la réponse est assez claire, ça dépend de la fonction. Notre point de vue en tant que CDNV est que les personnes qui ont un contact dans une administration, un contact officiel direct avec le public, doivent garder une certaine neutralité. Dans une autre fonction, on est ouvert. Selche Van Achter. J'ai exactement la même réponse et je peux y ajouter que c'est important qu'il y ait maintenant un parcours d'intégration obligatoire, surtout pour les femmes, qu'ils puissent apprendre les langues, trouver un travail
et aider alors les enfants à l'école avec la langue le français ou le néerlandais. Donc c'est très très important pour les femmes à Bruxelles qu'ils s'intègrent et que c'est obligatoire. Les mairies sont obligées de les envoyer aussi. Et c'est important pour l'émancipation aussi et pour les femmes à Bruxelles. Oui, dans le contact avec le public, l'autorité publique doit démontrer une certaine neutralité ou une neutralité certaine. Et donc là, ça me semble compliqué, mais pour tout le reste, aucun souci. Voilà, c'est la fin de ce débat sur le vivre ensemble. Un petit coup d'œil au compteur pour vous dire que Guy Van Engel, légèrement en retard sur son temps de parole, que Rudy Verwoerd et surtout Françoise Keepmans sont un petit peu en avance. On équilibrera ça dans le dernier tour. On va passer à une nouvelle salve des questions du public. Voilà, 6 questions du public qui vont être adressées à 6 têtes de liste. C'est la seconde moitié de l'exercice. On va vous demander, monsieur, de vous présenter et de poser votre question. Allô, oui. Bonsoir, Raouf Benamar, tête de liste non invitée. Alors, donnez le nom de votre liste. De Collectif Citoyen. Voilà. Et donc, je rappelle que nous avons invité les listes des partis démocratiques qui possédaient déjà un député dans l'Assemblée sortante. C'est la règle que nous avons appliquée ce soir. Donc, les petites listes sont un peu mises sur l'écart et avec toutes les difficultés possibles et imaginables. Il y aura d'autres occasions de vous exprimer. À qui vous vous adressez et quelle est la question? À Monsieur Claude Moniquet, dont le principal problème, c'est la communauté musulmane. Et il voit toujours le verre à moitié vide à moitié plein. Quand il dit qu'il y a 49% qui sont contre, ça veut dire qu'il y a 51% qui sont pour. Il ne cite que le côté, le pourcentage négatif et non le pourcentage positif. Et le vivre ensemble consiste à un respect mutuel, à une acceptation de l'autre. Or, nous constatons que quand il y a un repli sur soi, c'est dû à quelque chose. Et je rappelle ce qu'a dit Don Camara. Quand je donnais à manger aux pauvres, on me prenait pour un saint. Quand je dis pourquoi ils sont pauvres, on m'a traité de communiste. Et c'est la question, on élude toujours le pourquoi dans tous les problèmes, que ce soit de l'immigration, du vivre ensemble, du communautarisme. Il faudrait que d'abord, les principales communautés flamandes et wallonnes donnent l'exemple pour que les autres suivent. Si déjà les deux principales communautés s'entre-déchirent à longueur de temps, comment voulez-vous que les autres communautés puissent agir autrement que suivre votre exemple? Alors, est-ce que vous pouvez poser une question précise? C'est ça la question à Claude Moniquet? Oui, mais M. Moniquet, il a un petit problème avec les musulmans. Alors, est-ce que vous avez un problème avec les musulmans? On va laisser Claude Moniquet répondre. Je me demande pourquoi. Mais je croyais... Manifestement, vous n'avez pas écouté. Je croyais avoir été relativement clair. C'est une façon assez démagogique de présenter le problème. Je ne suis pas contre, mais voilà. c'est le comportement qui m'intéresse. Alors, on va laisser Claude Moniquet si vous me permettez de vous répondre, je vous dirais que ça fait à peu près 40 ans que je travaille sur ces questions, que j'ai écrit une vingtaine d'ouvrages qui sont très clairs et dans lesquels vous trouverez difficilement une virgule qui soit une atteinte ou une attaque contre les religions musulmanes ou contre une communauté quelle qu'elle soit. Je répète très clairement, nous n'avons pas de problème avec la religion des gens, nous n'avons pas de problème avec l'origine des gens, nous avons des problèmes avec les comportements. Les chiffres que j'ai cités, permettez-moi de vous répondre, les chiffres que j'ai cités sont clairs. Et on ne peut pas simplement les balayer sous le tapis en disant ça n'existe pas. Il y a un problème clairement dans la communauté musulmane aujourd'hui, pas seulement en Belgique, mais dans le monde, qui est le problème de la radicalisation. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est une réalité dans le monde musulman. C'est une opposition entre des gens qui veulent moderniser l'islam et des gens qui veulent le tirer vers le passé et vers ce qu'il pourrait avoir de plus réactionnaire. C'est une guerre entre chiites et sunnites dont on voit les dégâts qu'elle fait au Moyen-Orient et qui se transpose et qui s'importe dans nos pays. Une partie du problème est là. Ce n'est pas seulement le problème, c'est aussi un problème d'école, c'est un problème d'enseignement, c'est un problème d'éducation, mais c'est un problème qui nous dépasse largement, auquel il n'y a pas de réponse simple. Mais je vous le répète, ni moi, ni Alain Dostex, ni aucun de mes colistiers n'avons le moindre problème avec l'islam ou les musulmans, mais uniquement avec des comportements et le respect de la loi. Oui, il y a aussi... Alors, on ne va pas relancer, juste une phrase pour finir. Une phrase pour finir. Le fait qu'il y a radicalisation, c'est qu'on a permis à des sociétés comme le wahhabisme de l'Arabie saoudite de l'implanter
parce que ça rapporte de l'argent. Voilà, Ce n'est pas nous qui l'avons permis, monsieur. On va s'arrêter là, monsieur Moniquet. On est peut-être un petit peu loin de la région bruxelloise. Je rappelle qu'à l'exception de Françoise Kepmans, qui a déjà utilisé cette carte, tous les candidats ont une carte intervention qu'ils peuvent utiliser pour prendre la parole, même sur une question qu'ils ne leur aient pas directement posée. Deuxième question du public. Allez-y, monsieur. Bonjour, je me présente, Robert. J'habite Woluwe-Saint-Lambert. Je suis retraité, ancien pompier. Et ma question, d'abord, premièrement, je dois quand même vous dire quelque chose. Quand je vous entends tous parler, mais à partir du 27 mai, ça va être merveilleux d'habiter à Bruxelles. Vous êtes tous d'accord de donner tout ce qu'on a envie. J'espère que vous n'avez pas l'Alzheimer. Hein. Alors, je vais vous dire qu'au départ, comme pompier, en 1960, il y avait 6 zones de pompiers à Bruxelles. On a connu l'innovation. Je ne sais pas si certaines personnes s'en rappellent, mais on a un peu cafouillé. Et on a décidé, à l'époque, les autorités politiques, de fusionner. Et tout le monde a estimé que c'était quand même mieux. Maintenant, j'entends que parmi certains, on a décidé de faire, dans une ville d'1 200 000 habitants, qui est quand même pas une très très grande ville, de faire 6 zones de police. Ça veut dire 6 commissaires de police, 6 collèges de bourgmestres, etc. Ça me semble quand même un peu aller en non-sens, parce que quand moi je vais en France et que j'explique ça qu'à Bruxelles, il y a 6 zones de police, tout le monde rigole parce qu'il croit que c'est une blague belge. Alors quand j'insiste, ils commencent tous à pleurer. Donc moi je demande à ceux qui sont partisans de cette police IKEA, enfin une police en pièces détachées, quel est l'avantage par rapport à une police unifiée? Voilà. Parce que si, attendez, je termine. Parce que si c'est tellement bien d'avoir une police, comme on dit à Bruxelles, tip-top, est-ce qu'on va le faire pour les pompiers aussi alors? Alors Céline Frémaux, la réponse. Mais voilà. Je viens de répondre en fait à la question à travers le débat précédent, puisque je vous ai expliqué que j'étais tout à fait défavorable à la fusion des zones de police, et j'ai cité d'ailleurs l'exemple d'Anvers qui n'en est pas un pour nous, alors que le réel Premier ministre y vit et a voulu en faire une vitrine de sa politique en matière de sécurité. Il faut reconnaître une chose, c'est qu'à la 6e réforme de l'État, Bruxelles a eu toute une série de nouvelles compétences que le gouvernement a pu avancer en matière de sécurité et de prévention. Il y a notamment un plan coordonné qui a été mis en place, il y a un bureau de sécurité également, il y a une école des métiers de la sécurité. Donc il y a une attention particulière à cette question-là. Demeure encore aujourd'hui une question, c'est celle de la ligne de commandement à Bruxelles, notamment par rapport aux grands événements. Mais sur la fusion des zones de police, c'est non pour le CDH. Alors Guy Venengel a demandé à pouvoir intervenir. J'ai très fortement apprécié votre intervention. À vrai dire, ça fait... Je ne suis pas candidat, hein, attention. Ah. J'ai bien apprécié. Depuis que je fais de la politique au Parlement bruxellois, je fais toujours la même comparaison que celle que vous venez de faire ici. C'est pourquoi quelque chose qui fonctionne très bien, parce que nous avons un des meilleurs corps de pompiers du monde, hein, en région bruxelloise, on ne le sait pas toujours, mais c'est comme ça. Pourquoi ne pas faire ce qui fonctionne pour les pompiers, pour la police? Je sais qu'il y a des débats sur la proximité, sur ceci, sur cela, qu'il faut naturellement une police de quartier, mais avoir une coordination plus forte, plus efficace, ça me semble vraiment utile. Et j'en prends comme exemple quelques incidents que nous avons connus. Mais rapidement, M. Van Gaal. Oui. Par exemple, à la Saint-Sylvestre à Molenbeek. Je crois qu'avec une meilleure coordination, on aurait mieux pu intervenir. Les incidents que nous avons eus au centre-ville en SPAC, avec les démolitions qui ont eu lieu, il y avait des corps de police qui étaient prêts à intervenir, mais ils ne se sont pas communiqués, ils ne l'ont pas fait. Et donc, les incidents que nous avons eus dans certaines manifestations, une meilleure coordination aurait été utile. Donc, je soutiens ce que vous dites, et mon parti le fait depuis longtemps. Alors, j'ai vu 2 cartes d'intervention, celle de Alain Marron et celle de Schiltze Van Acter. Alain Marron. Commençons déjà par renforcer l'état-major régional. Maintenant, il y a Bruxelles Prévention Sécurité, une nouvelle
mission avec la 6e réforme de l'État pour la région bruxelloise. On peut renforcer l'état-major. Ceci dit, vous avez raison. Et sur la comparaison entre communes et régions, le problème, en fait, c'est les concurrences entre communes et régions ou entre communes, parfois entre zones de police. Donc, École et Groen sont en majorité dans 14 communes. Notre engagement, si on va aussi en majorité à la région, c'est d'œuvrer ensemble, que la région agisse au profit des communes et les communes au profit de la région, mais dans un cadre d'abord régional. Je voudrais aussi ajouter qu'à Bruxelles, peu de personnes le savent, mais il y a 4 gouvernements et 4 parlements pour régler la région et pour régir la région. Je ne parle pas encore des communautés et de l'État fédéral, hein, c'est juste à l'intra-bruxellois. Ça faisait sens à la fin des années 80 quand on a créé la région. Ça faisait partie d'un équilibre institutionnel. Mais maintenant, plus personne n'y comprend rien et c'est contre-productif. Progressivement, il faut aller vers autre chose, vers de la simplification. Et même sans réforme de l'État, on peut avancer dans cette direction. Nous sommes certainement pour une fusion de la police. On a vu les émeutes de football en novembre 2017. Où il y avait un manque de coordination dans le centre de ville et il y a eu beaucoup de dégâts. Yann Jambon a appelé tous les bourgmestres, tous les zones de police pour avoir une meilleure coordination. Alors il a dû parler avec les 19 bourgmestres et les 6 zones de police. C'est encombrant, ça prend beaucoup de temps, ce n'est pas efficace. Si on fait plus d'efficacité, on peut aussi avoir des policiers qui se spécialisent par exemple dans la drogue, dans la prostitution et après aussi garder le local. Parce que c'est aussi important d'investir dans les districts, dans les communes. Donc ça, on peut gérer plus efficace, avoir plus de coordination, spécialiser et puis garder le local. Et c'est pour ça que c'est important. Bianca Debatte a également brandi sa carte intervention. Oui, parce une seule fois, qu'effectivement, je je ne rappelle à l'avais tout pas le monde. encore utilisé. Mais je me demande si monsieur Jambon était tellement en faveur d'une zone unique, d'une fusion, pourquoi il n'a pas fait? Oui. Parce qu'il a eu la compétence Vous aussi, quand même. vous avez voté voté contre. Vous avez voté contre en fédéral. Je souscris tout Nous, on a à fait, voté pour. tout à fait votre proposition. J'ai eu l'occasion, il y a 2-3 ans, de visiter Rio. Je crois que c'est une ville 12-13 millions d'habitants. Il y a bien sûr une zone de police. Et cela n'empêche pas du tout la proximité des gens, à condition, et ça je finis avec ça, mais c'est important, de pouvoir recruter localement à Bruxelles, comme d'ailleurs ça a été permis à Anvers. Pourquoi? Parce qu'il faut que les policiers bruxellois reflètent aussi la population bruxelloise, ce qui est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Alors il faut qu'on accélère. Je vais vous demander, monsieur, de laisser la place au suivant. Je m'appelle Camille, j'habite à Olué. Je suis animatrice dans une ONG. Ma question est pour le CDNV, pour Madame Debatte. En fait, j'ai entendu tout à l'heure une intervention sur la maxi-prison de Aron. Ma question était plus générale que ça, mais si vous me permettez, je vais prendre cet exemple-là parce qu'il illustre bien mon propos. Donc, dans le dossier de la maxi-prison, vous n'avez pas du tout, votre gouvernement n'a pas du tout pris en compte les différentes consultations, les enquêtes publiques qu'il y a eu. Vous n'avez pas écouté les experts, vous n'avez pas écouté le Conseil de l'environnement. Vous aviez le pouvoir de bloquer un projet comme celui-là avec des arguments environnementaux qui sont de la compétence de la région. Vous ne l'avez pas fait. Ma question, c'est ici, il y avait des intérêts des citoyens, des citoyennes en jeu, il y avait des intérêts environnementaux. À quels intérêts est-ce que vous obéissez au final? Alors, question assez proche de tout à l'heure. Oui, mais c'est la même question que tout à l'heure, et donc je pense qu'il faut répondre de façon plus globale, et c'est faux, que ce gouvernement-ci n'aurait pas été proche ou pas été à l'écoute. En tout cas, je peux l'illustrer dans ma propre compétence. Prenons la sécurité routière, qui pour moi est vraiment une priorité à Bruxelles. Il faut que chacun puisse se déplacer en toute sécurité. Et je suis toujours très claire, Bruxelles n'est pas Francorchamps. Les cow-boys de la route n'ont pas leur place ici. Alors j'ai organisé les états généraux de la sécurité routière avec, je pense, au moins 10 ateliers dans tous les quartiers de Bruxelles. On a écouté, on a travaillé ensemble avec des comités, peut-être qui sont là, le comité de Distram, de Schaerbeek, plein de comités locaux qui œuvrent pour plus de sécurité routière, et d'ailleurs que M. le bourgmestre connaît bien aussi. Et c'est seulement après que nous avons décidé quelles étaient les marches prochaines et les décisions à Alors, prendre. Françoise Despette, on va vraiment accélérer, parce qu'il nous reste 3 questions, il ne nous reste strictement que 2 minutes pour ces questions. Donc Françoise Despette, quelques secondes s'il vous plaît, et je vais demander à la personne suivante de monter sur scène pour pouvoir passer à la question suivante. Oui, je voudrais intervenir quand même sur ce que Madame Debatte dit, que le gouvernement a fait participer les associations, etc. Mais on a quand même fait une réforme du Code d'aménagement du territoire qui justement donne moins de poids
à la société civile, que ce soit aux citoyens, aux comités de quartier, etc., pour pouvoir remettre en question des permis qui sont accordés. Et je suis vraiment d'accord avec l'intervention qu'on se demande aux intérêts de qui on répond dans ces questions-là. Et donc, quand on voit par exemple sur un terrain comme Tour et Taxi, il y a un gros promoteur qui l'a racheté. Au départ, on avait prévu du logement social, maintenant qu'on arrive à 0 logements sociaux, oui, on est en fait... On suit les intérêts des gros promoteurs pour qu'ils se fassent du profit sur ces terrains-là. Alors, il reste 1 minute. Théoriquement, pour 3 questions, ça va être compliqué. Mais on va en tout cas prendre la première. Adeline Sloss, j'habite à Bruxelles. Je suis 4e de liste pour la liste Agora. En fait, j'ai une question parce que vivre ensemble, en fait, les panels citoyens, c'est un très bon moyen de mettre les gens ensemble qui ne se connaissent pas et qui vont débattre sur des questions de société et de les rapprocher. Et on parlait justement, Madame Schettmann parlait du fait que le taux de participation était très faible quand on demandait aux gens de participer. En fait, la raison, c'est parce qu'il n'y a pas d'impact derrière. Alors, une question à une personne. C'est pour Guy Van Engel. Ma question, c'est êtes-vous prêt à mettre un poids derrière ces panels citoyens et pas que ce soit juste consultatif? Ah, mais c'est une question un peu bizarre, je trouve, parce que demander à des politiques en place de donner un poids à ces panels, c'est plutôt les panels qui doivent s'auto-donner un poids. Hein? C'est pas eux qui prennent les décisions, c'est pas possible. Ah, mais c'est en étant convaincant, en lançant les argumentaires qui sont les plus judicieux, qu'on convainc ceux qui doivent prendre les décisions de les prendre dans le bon sens. Mais on sait difficilement faire autre chose que laisser prendre les décisions par ceux qui sont désignés pour les prendre. On peut simplement les laisser prendre les décisions. Céline Trémaux a demandé à intervenir, mais vraiment 15 secondes, s'il vous plaît. Je pense que la participation citoyenne doit être encore accentuée. Le CEDH propose d'ailleurs qu'on fixe un certain nombre d'objectifs dans l'accord de gouvernement et qu'on aille sur un certain nombre de sujets vers une consultation populaire qui peut être régionale sur des thématiques fondamentales. Il y a eu aujourd'hui toutes des avancées, notamment des budgets participatifs en matière d'environnement qui ont très bien fonctionné. Il faut poursuivre dans l'association entre les citoyens et les parlementaires au niveau du Parlement bruxellois. La parole au public. La question suivante. Oui, bonsoir, je m'appelle Sonia, je suis traductrice, donc française, bruxelloise et habitant de Woluwe-Saint-Pierre depuis 15 ans. Ma question concerne le droit de vote des résidents bruxellois non belges au niveau régional. Donc je m'étonne qu'un Bruxellois sur 3 n'ait pas le droit de vote au niveau régional. Et donc j'aimerais connaître la motivation du NVA pour s'opposer à l'extension du droit de vote. En tant que Française, par exemple, je me sens privée de ma citoyenneté européenne parce que Bruxelles est à la fois une ville et une région et de nombreuses matières relèvent du niveau régional, notamment la mobilité, la qualité de l'air, des matières qui me tiennent à cœur et je n'ai pas voix au chapitre en tant que citoyenne européenne. Totsil Chavanacter. Ben l'AVA n'a pas une partie schizophrène qui dit autrement à Bruxelles qu'en Flandre. Et c'est pour ça qu'on a une idée pour le niveau législatif, qui est le régional, qui est un niveau législatif et qu'il faut les lois. Là, on dit clairement qu'il faut avoir la nationalité pour pouvoir voter. En fait, on tient beaucoup à l'intégration et à la fin du parcours d'intégration, si vous venez belge, vous pouvez voter. Au communal, évidemment, c'est différent, c'est plus proche des gens. Mais à Bruxelles, je comprends, ça semble comme Bruxelles est très proche, je comprends que les Bruxellois qui n'ont pas la nationalité belge veulent aussi se exprimer sur la mobilité. Ça, je comprends. Mais là, on a le même idée. Si c'est une nouvelle législative, pour faire la législation, il faut avoir la nationalité belge. Alors, j'ai vu quelques cartes d'intervention sortir dans l'ordre. Elke van den Brand, Pascal Smet, Rudy Vervoort et Bernard Clairfailly. S'il vous plaît, 10-15 secondes, pas plus. En 10-15 secondes, je veux saluer la proposition d'élargir le droit de vote. À Bruxelles, il faut vivre ensemble, il faut communiquer ensemble, il faut être là ensemble, on fait la politique ensemble. Donner le droit de vote, c'est une manière de faire de participation. Alors oui, pour l'élargissement du droit de vote. Pascal Smet. Oui, One Brussels, a city for everyone. 200 000 Bruxellois ne peuvent pas voter, c'est 1 sur 5 pour les élections régionales. On veut absolument, ils peuvent participer aux élections, c'est leur ville aussi, ça leur intéresse. Et pour nous, il faut abolir le collège néerlandophone francophone, un collège bruxellois encore, avec le droit de vote pour les Européens. Rudy Vervoort. Oui, d'ailleurs,
Je poursuis dans cette voie-là. Le Parlement bruxellois s'est prononcé sur cette matière-là, a voté une résolution adressée au Parlement fédéral, parce que c'est là que ça se décide, c'est pas nous qui décidons, demandant à pouvoir voter l'élargissement du droit de vote aux étrangers qui résident ici. Je pense qu'effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire Bruxelles de demain avec ceux qui y vivent ici et maintenant. Bernard Clairfailly. Voilà, si j'ai réagi, c'est pour vous donner raison et m'opposer au juridisme pointu de la NVA. Moi, je trouve qu'à Bruxelles, nous avons la chance d'être la capitale européenne. Nous avons la chance de compter un grand nombre de citoyens européens parmi nous et ce serait dommage de manquer l'occasion de les faire participer entièrement aux élections et au débat démocratique qui est celui de la région bruxelloise. Nous avons soutenu la résolution et nous aimerions que le Parlement fédéral puisse reconnaître cette situation. C'est bien que les Bruxellois s'expriment et s'engagent parce qu'on a besoin de ça, parce que souvent les citoyens qui donnent un peu, par exemple sur la sécurité routière, qui donnent le débat politique. Donc vous êtes pour le droit de vote des étrangers? On vous a convaincu? Allez, merci pour ces questions. Merci au public qui a posé des questions. On va aborder la dernière ligne droite de cette émission. Voilà, nous n'avons évidemment pas pu aborder tous les thèmes qui font débat dans une campagne électorale. Il va forcément y avoir des frustrations. Nous allons laisser quelques instants de parole libre à chacun des candidats. Vous allez pouvoir défendre une proposition que nous n'avons pas encore pu entendre dans le courant de cette soirée. Vous allez pouvoir faire quelques mots de conclusion de manière plus générale. La forme est libre, c'est à vous de choisir. Par contre, nous allons équilibrer un petit peu les temps de parole pour que tout le monde soit plus ou moins à égalité. Nous allons prendre les candidats dans l'ordre. Nous allons commencer par Alain Marron. Et Alain Marron, on va vous donner 50 secondes. Attention, quand vous arriverez dans les 10 dernières secondes, vous entendrez un petit bip-bip qui vous signifiera que c'est bientôt la fin. Pas du tout stressant. 50 secondes, allez-y. Merci. Mais donc, Bruxelles, comme toutes les autres régions en Belgique et en Europe, doit faire face aussi aux défis climatiques et à la perte de biodiversité. C'est un enjeu qui est fondamental. Pour ça, il faudra des transports en commun qui puissent faire un shift modal. Il faudra aussi isoler les bâtiments pour qu'on réduise notre empreinte carbone et la pollution. Et cet enjeu-là, il est gigantesque. Il va nécessiter la mobilisation de tout le monde, des entrepreneurs, des associations, des créatifs, des entreprises. Et donc, ça ne marchera qu'avec un enjeu démocratique rencontré, c'est-à-dire par le bas, pas seulement en régulant par le haut, ce qu'il faudra faire, mais aussi par le bas en aidant à la mobilisation de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, de tous les entrepreneurs économiques comme sociaux qui veulent s'engager dans cette direction. Voilà, ça c'est le petit bip-bip qui signifiait que vous arriviez près de la fin, donc vous avez même économisé 8 secondes. On va se tourner vers Guy Venengel et on va vous donner 35 secondes. Merci. Moi, je voudrais en revenir à votre introduction de cette émission où vous avez dit, et nous avons même invité les têtes de liste néerlandophone, comme si notre présence ici serait un peu exotique. Ne vous en faites pas. Le jour des élections, vous votez pour qui vous voulez. Que vous soyez francophone, néerlandophone, vous pouvez voter pour des candidats néerlandophones, francophones, sans aucun souci. Donc, ne vous laissez pas attraper au piège. Admirons le vivre ensemble, comme nous l'avons plaidoyé ici pendant toute l'émission. Voilà, c'était Guy Venengel. On va maintenant entendre Céline Frémaux, et vous avez le droit à 50 secondes. Pour le CDH, ce qui est fondamental, c'est qu'on puisse tracer toute une série d'objectifs à horizon 2030, ne pas se contenter d'une législature 2019-2024, puisque 2030, effectivement, c'est l'obligation de respect des accords de Paris, de nos objectifs en matière de transition énergétique et climatique. Mais ce que nous voulons surtout, c'est une métropole qui relie les citoyens entre eux. On peut avoir tous les plus beaux projets en matière d'aménagement de territoire, de mobilité. Si vous ne les pensez pas au regard de celles et ceux qui habitent la ville, vous construisez uniquement des projets sur papier. Et donc, il me semble fondamental de travailler sur les nouvelles solidarités dans une ville-région comme Bruxelles, avec une attention particulière pour les personnes qui sont âgées, vieillissantes, par rapport aussi aux personnes en situation de handicap, dont on ne parle pas toujours assez, et les familles monoparentales à Bruxelles. Nous allons donner la parole à Françoise Skepmans. Et vous allez avoir droit à 20 secondes. Bruxelles a connu une augmentation sensible de sa population ces dernières années. Cette augmentation va continuer et Bruxelles est aujourd'hui véritablement à la croisée des chemins. Il faut donner l'envie aux Bruxellois de vivre à Bruxelles. Et ça doit passer notamment par le logement. Il faut que les jeunes aient la possibilité d'avoir accès à un logement
par le précompte immobilier, par des primes à la Et rénovation. c'est terminé, Françoise Ketman, Ça sans vous me couper le semble micro. Voilà. une des priorités essentielles. Silche Van Acter, et vous avez le droit également à 20 secondes. Bruxelles est une ville-région splendide. Il y a plein d'énergie, il y a plein de talent et quand même, ça ne bouge pas. Pourquoi ça ne bouge pas? Parce que là, il y a trop d'hommes et femmes politiques, déjà. Donc, si vous voulez un changement, si vous voulez que ça avance, alors il faut plus voter pour les partis qui ont représenté la région depuis toujours. Il faut voter pour la NVA. Bianca Debatz, 35 secondes. Bruxelles est une ville fantastique. Nous sommes capitale européenne, capitale économique et culturelle. Est-ce qu'il reste des défis? Oui, bien sûr. Pour moi, un des défis, c'est l'exode. C'est l'exode de la classe. C'est interrompre. Ça, vous n'allez pas compter mon temps. Hein, Allez, avancez. Essayez de me... Il n'a rien dit, avancez. Donc, à débattre. Voilà, et donc c'est bien sûr d'interrompre l'exode de la classe moyenne vers la périphérie. Il faut que Bruxelles soit une ville accueillante pour les petits, pour les familles, mais aussi une vie chaleureuse pour les gens qui deviennent un peu plus âgés. Bernard Clairfailly, et vous avez le droit à 50 secondes. Moi, je suis tête de liste Défi. Défi, c'est un parti qui est pragmatique, qui est indépendant des lobbies, des idéologies, un parti qui est orienté solution, qui est démocratique, qui veut être à l'écoute des citoyens. Nous sommes un parti orienté solution. Didier Gozon a été le meilleur ministre, tout gouvernement confondu. Il a réussi à inverser la courbe du chômage, ce qui est essentiel pour l'inclusion de tous les Bruxellois dans la vie économique. Moi, j'ai conduit... Céline Frévaux, vous n'avez pas la parole. Moi, j'ai conduit Scarbeck depuis un certain temps, qui est une commune qui est en plein renouveau et qui attire maintenant beaucoup de gens. On a réussi beaucoup de choses là-bas. Nous sommes un parti qui sommes orientés vers la justice sociale et nous voulons surtout à Bruxelles qu'on arrête d'opposer le social à l'économique à l'environnement ou l'environnement au social. Nous voulons sur tous les thèmes du développement durable, de manière équilibrée, faire avancer Bruxelles pour tous les Bruxellois. Françoise De Smet, et vous avez le droit, vous, à 1 minute 30. Oh. Je pense qu'il y a eu plusieurs interventions et questions de la salle qui sont venues avec une demande de plus de démocratie, donc plus d'implication de la population dans les décisions politiques. On a vu aussi avec les Gilets jaunes cette année qu'il y avait vraiment une demande aussi de ce point de vue-là. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé ce soir et qui participe aussi à plus de démocratie, c'est la question du décumul et du décumul des revenus. Donc qu'on ait des parlementaires qui ne vivent pas avec des sommes gigantesques, c'est aussi un élément démocratique. Ça veut dire que si vous continuez à travailler avec des salaires moins importants, être député avec des salaires moins importants, vous restez plus facilement connecté à la population, à leurs problèmes. Vous pouvez mieux sentir ce que c'est que de payer un loyer trop élevé. Vous pouvez mieux sentir ce que c'est si vous appliquez une taxe kilométrique, etc. Et donc ça, je pense que c'est un élément dont on n'a pas discuté ce soir, avec tous les scandales qu'il y a eu ces derniers temps. Je pense que c'est un élément important et c'est évidemment une bataille qu'on mène avec le PTB depuis longtemps, d'avoir des revenus corrects pour les parlementaires pour qu'ils restent connectés à la population. Vous avez encore un petit peu de temps de parole, vous ne l'utilisez pas? Par rapport à la démocratie, peut-être aussi, il y a évidemment des bonnes idées avec le tirage au sort. C'est quelque chose que je trouve qu'on doit effectivement discuter, mais il y a aussi la question du référendum d'initiative citoyenne qui permet aussi d'avoir un débat très large dans la société et qui nous paraît vraiment important pour avancer sur le plan démocratique. Claude Moniquet, vous avez le droit à 25 secondes. 25 secondes. Alors en 25 secondes, je vous dirais que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit la tête de liste de la NVA, à part que bien entendu, je pense que c'est pour les listes de Stex qu'il faut voter si on veut le changement, pour une ville qui sera plus sûre, pour une ville et une région dans laquelle l'enseignement sera de meilleure qualité, pour remettre les classes moyennes au centre des débats politiques, au cœur de la vie de la cité, parce que ce sont les classes moyennes qui enseignent, qui soignent et qui protègent. Elke van den Brand, vous avez le droit à 1 minute 15. Ça va. Alors, je vous offre 2 partis pour le vote d'une seule fois, le parti Écolo et Groen ensemble, parce qu'on veut y aller ensemble, simple ensemble. Pour nous, il faut changer Bruxelles. Changeons Bruxelles. Rendre-la plus juste, alors qu'il y a plus de pauvreté, qu'on attaque vraiment avec ambition la pauvreté, qu'il y a des écoles pour tout le monde, qu'il y a des logements à un prix raisonnable et d'une qualité propre. Rendons Bruxelles pas plus juste, mais aussi plus saine, avec une qualité d'air où on peut vivre sainement et à l'aise. Rendez Bruxelles aussi plus humaine, fin de la discrimination, parce que chaque
personne compte, chaque personne fait partie de Bruxelles, avec une école pour tous, avec des routes qui sont sûres, avec une ville où on peut vivre, une ville où on peut vraiment vivre. Il y a un président américain qui a dit que Bruxelles, c'est une hellhole. Voilà, pour Ecologroen, c'est clair, nous voulons en faire une belle hall. On a une ambition pour rendre notre ville une ville pour aimer, parce que moi j'aime bien la Bruxelles, mais il faut l'améliorer, il y a encore des enjeux. Vous avez encore un petit peu de temps de parole devant vous. On en reste là? Oui, on en reste là, je suis prête, j'ai dit ce que je veux dire et j'étais très contente d'être ici, de pouvoir parler aussi à le public francophone, alors c'est pour moi un enjeu, mais voilà. On va passer à Rudy Vervoort. Vous avez le droit à 50 secondes. Mais il faudrait peut-être rappeler aussi l'enjeu du 26 mai. Je pense qu'au-delà de Bruxelles, bien sûr, je sens que l'identité bruxelloise est une réalité et une fierté d'être bruxellois. Donc ça nécessite aussi en retour du respect pour Bruxelles et ses institutions. On a évoqué ce qu'a dit un président américain, ce n'est pas parce qu'il a dit que c'était vrai. Et donc je pense que Bruxelles, aujourd'hui, a de nombreux atouts à faire valoir, mais le 26 mai, c'est aussi la défense d'un modèle qui sera en jeu, le modèle de la sécurité sociale. Et comme on a dit, on a beaucoup parlé d'urgence climatique. Je pense qu'à Bruxelles, il y a aussi une urgence sociale. Et l'objectif, c'est de faire en sorte de faire coïncider ces deux urgences, parce que l'un n'ira pas sans l'autre. Et ça, c'est le sens du développement durable. C'est le fameux triptyque, développement économique, justice sociale, et puis justice environnementale. C'est les trois qui doivent aller de pair si on veut un bon équilibre. Et donc, il faut évidemment voter PS. Et on va terminer avec Pascal Smet. 1 minute 50. Voilà. One Brussels est un projet des Bruxellois indépendants, mais des Bruxellois qui partagent un amour pour Bruxelles. Mais un amour qui ne rend pas aveugle et qui voit des possibilités de Bruxelles, qui veulent un Bruxelles moins frileux, un Bruxelles qui ose, un Bruxelles avec d'ambition, avec une passion d'avancer et qui veut accélérer quand il faut accélérer. Bruxelles doit être une ville pour tout le monde. Et aujourd'hui, on n'est pas une ville pour tout le monde. Et là, on doit vraiment développer aussi des solidarités, mais surtout cette envie d'être mieux au monde. Et ça veut dire pour nous une ville avec moins de voitures. On a ensemble, on a réussi de faire un changement de mentalité à Bruxelles. On était vraiment une ville tout pour la voiture. Maintenant, on est une ville qui met le bruxellois central, qui ose dire en after, c'est plus à vous complètement Bruxelles. On n'est plus cette ville utilitaire. Alors on estime, on peut pas arrêter ce mouvement, on doit continuer. Et encore une fois, l'amour pour Bruxelles ne peut pas rendre aveugle. Et ce projet inédit pour Bruxelles veut dépasser aussi les barrières linguistiques et on a beaucoup envie avec vous, ensemble, de travailler pour faire Bruxelles une ville où tous les Bruxellois et Bruxelloises peuvent être fiers, puisque ça, je crois aussi, c'est un grand défi dans une Belgique complexée. On doit être fiers sur Bruxelles, et ça, on doit faire par nos espaces publics, par nos bâtiments, mais aussi par des Bruxellois qui sont vraiment, vraiment des vraies pierres de bâtir de Bruxelles. On en reste là? Il vous reste une poignée de secondes. One Brussels. Voilà, merci à tous. C'était le débat des régionales organisé par BX1. Merci au public de Woluwe-Saint-Pierre d'avoir été présent ce soir. Merci à l'ensemble des candidats de s'être prêtés au jeu pour ce débat exceptionnel entre francophones et néerlandophones. On vous le répète, c'est rare dans une campagne électorale. N'hésitez pas donc à liker, à partager ce débat que vous pouvez évidemment revoir sur la page de BX1. À partir du 13 mai, sur BX1, vous pourrez suivre la campagne au jour le jour avec une série de débats thématiques et puis aussi avec la caravane de BX1 qui va sillonner tous les quartiers de Bruxelles. Merci à toutes les équipes qui ont participé à ce débat, les équipes de la rédaction, les équipes techniques, Marcel Engels, Xavier De Povereux, Christophe Klein, Jean-Jacques Deleu qui étaient aux commandes de cette émission. N'oubliez pas d'aller voter le 26 mai. Bonne soirée.